tamisé. Bonjour à tous et bienvenue dans le Lunch Play. Ravi de vous retrouver vendredi 25 mars, 12h30. Nous sommes en direct pour cette dernière journée de la semaine à décrypter l'actualité jeux vidéo, tech et pop culture sur notre plateau avec, comme chaque vendredi, on essaye d'avoir un invité exceptionnel et une interview de cet invité. Aujourd'hui, c'est Micode qui nous accompagne sur le plateau. Bonjour Micode de la chaîne YouTube du même nom. Comment ça va ? Un honneur, merci de me recevoir, ça fait très plaisir. Bah, ça fait très plaisir aussi de t'avoir. On va revenir en deuxième heure avec toi sur ton parcours, tes activités actuelles. Tu es très jeune et tu as commencé YouTube en 2017 en, on va dire, bousculant un tout petit peu les codes quelque part et en lançant c'est un jeu de mots avec le code. Grandes enquêtes. Je n'ose pas l'espérer. Ah, c'est pas qu'un physique. Ton pseudo est un jeu de mots avec le code de toute façon, voilà, quelque part. Mickaël de ton vrai. Bien entendu. Tu viendras nous raconter évidemment tout ça en deuxième heure avec l'interview croisée de TPK. Bonjour. Il pourrait faire du bruit lui ou pas? Ça va? Bien. Je sais que ça s'appelle le lunch play, mais bon, forcément. Faut toujours que tu bouffes un truc quand je te présente. Hein, c'est obligatoire. C'est très chaud par contre. Putain. Ah bah voilà. Ah tiens, chais. Je viens de me brûler tout ce que j'ai. Bon, Bien t'as fait. vu? On va? Bonjour, bien. Ça va? Passé. Donc je faisais la remarque qu'il fait juste 66 degrés dehors et t'as rien trouvé de mieux que le col roulé. En fait, Kenmogar m'a dit ouais, col roulé, gilet, mais il fait 1000 degrés, il fait 20 degrés les refs, doucement. Hein. 20 degrés, là d'où je viens, 20 degrés, c'est une petite brise, hein, vraiment. Là d'où je viens, 20 degrés, c'est 20 degrés de trop. Oh non, 20 degrés. C'est 20 degrés sur le mercure, mais combien ressenti? Je ne sais pas. Oh non, 20 degrés, c'est trop. Enfin, c'est pas assez, justement. Donc, Faudrait savoir. Aujourd'hui, je vais parler de travers parce que hier, on a célébré des choses. Donc, je vais parler de travers aujourd'hui. Vraiment, j'ai mal à la gueule, c'est un truc de fou. Quoi? Pourquoi? Ouais, il y a un vin rouge qu'on a pris hier, Oh là il m'a là. tapé sur la gueule. Par contre, les binges étaient exceptionnels. Voilà. L'hygiène de vie. Passion binge, je suis. Hein. Combien ça t'a coûté alors au final cette Oh, histoire? je pense que la soirée m'a dû me coûter 40 balles, en tout et pour tout. C'est formidable, vraiment très heureux. Bah écoute, c'était ça ou Arceus. Alors, très heureux pour toi. Le prix de cœur, quoi. Bonjour mon petit Nanix, comment ça va? Mon petit. Bah oui, parce que tu étais tout petit dans ce Stade de France gigantesque hier, hein. Oh là là. Immense, immense. Le brodage. j'étais Bah trop écoute, escroc. je sais me rattraper toujours, Fort, Liane, fort. qui sont à côté de Bah moi. écoute, ça va. Petite soirée sympatoche. On a revu des gens sympatoches. En réalité, tout event est sympa en ce moment vu le contexte. Donc dès que tu revois des gens, t'es heureux. Voilà. D'accord, très bien. Ouais. Ça s'est bien passé. On va revenir avec toi évidemment Oui. sur les annonces entre Xbox et la Fédération française de football. On a beaucoup l'AUC hier sur FIFA. Il n'est absolument pas question de FIFA dans ces annonces, Non. mais Ça veut pas dire qu'il n'y en aura pas, mais pas sous la forme qu'on pense. Voilà. D'accord. Oh, cryptique, j'adore De ça. choses cool. Il y a beaucoup de choses qui ont eu lieu d'ailleurs cette dernière journée, à savoir le Future Game Show qui a donné lieu à des annonces de jeux vidéo, à la mise en place de Wishlist Me Please sur Steam. Beaucoup de jeux annoncés, des suites, des trailers. On essaiera de revenir un tout petit peu sur ce Future Game Show. Puis enfin, le Game Developer Award 2022 qui est toujours en cours de diffusion a donné notamment sa sélection de jeux de l'année avec, vous allez voir, eh bien, un jeu de l'année qui va probablement vous en surprendre, mais aussi Microsoft a, durant cette Game Developer Conference, fait des annonces sur les bienfaits de son écosystème en sortant des chiffres qui pourraient aller à l'encontre des idées reçues sur le Game Pass. On en discutera. J'ai dit Xbox Cross FF, on va en reparler. La mort du créateur des gifs animés, c'est trop triste. Ouais. Ou des gifs animés, je ne sais pas. Peut-être Micode, toi tu Relance sais. la querelle. Tu sais, voilà, c'est querelle. Querelle infinie. Ça fait du référencement de toute façon, donc autant. Au chocolat, chocolatine. C'est le marronnier, voilà, vraiment. On peut y revenir tous les ans. Généralement, ce qu'il faut, c'est prononcer dans la même vidéo le terme de façon différente. Comme ça, tu sèmes le doute et personne n'est d'accord. Tu fais du commentaire. Et tu fais du Ça, c'est commentaire, exactement. Et ça, c'est toujours très très bon. Quelques jeux décalés, on en reparlera évidemment. Instagram qui rétropédale dans son flux. Et enfin, l'interview, bien entendu, de Micode avec nous en deuxième partie. Interview croisée entre Nanix et TPK. On embrasse évidemment Sunday qui n'est pas avec nous aujourd'hui pour cause de repos bien mérité. C'est vrai.
On commence tout de suite avec le débrief du Futur Game Show, cérémonie online d'1h15 qui a débuté avec un message d'ouverture, de soutien à l'Ukraine. Voilà, le jeu vidéo s'engage pour l'Ukraine aussi. Et eh bien, la totalité des personnalités présentes au Futur Game Show ont tenu à faire passer un message là-dessus. Deux hosts pour cet événement, Ashley Burch et John Macmillan, à la fois deux acteurs. Vous connaissez peut-être pas Ashley Burch, mais c'est ni plus ni moins que la doubleuse de Aloy et de Tiny Tina aussi, voilà, Wonderland. Donc ce sont des acteurs aussi du jeu vidéo, un peu les Donald Renew anglais, quelque part. Nous, on a Donald, notre trésor national. Oui. Il ne faut pas évidemment l'oublier parmi toutes ces annonces du Futur Game Show qui avait une réalisation assez intéressante, la mise en place, comme l'année dernière, d'un virtual show floor. Alors, je ne sais pas si tu as vu ça, Micode, mais j'ai pas vu. Dans le Futur Game Show, ils ont mis en place un espace en réalité virtuelle pour se déplacer dans un salon virtuel afin de voir des trailers de jeux et d'aller directement tester des jeux. Regarde, ça donne ça. C'est assez intéressant comme façon de voir les choses ou de mettre en place des événements. Alors c'est pour le moment très restreint, il n'y a pas la totalité du contenu du Futur Game Show. Comme ils l'ont fait à l'E3. Est-ce que c'est pas ça l'avenir du salon peut-être un jour? Je me pose un peu la question. Comment c'est présenté, c'est archi bien fait, archi stylé je trouve. Tu fais ton propre salon, tu vas tester le jeu que tu as envie, tu vas voir le trailer qui t'intéresse, c'est un peu à la carte. Tu n'es pas obligé de... Tu n'as pas la foule et les files d'attente et le bruit. C'est vrai. L'odeur. Ça régale. Les smashers qu'on embrasse évidemment dans les conventions. N'est-ce pas? Je pense aujourd'hui c'est les plus propres, aujourd'hui les smashers. Alors ça, c'est à débattre. J'ai des infos et quand tu vois ce qui... Bon bref. Voilà. La création d'espaces virtuels comme ça pour faire ce genre d'annonce, Micode, c'est quelque chose que tu penses être un peu l'avenir des conventions et des salons ou pas? Alors, moi j'en ai fait peu pour les raisons que je viens d'évoquer, notamment que je pense pas que c'est forcément toujours la meilleure expérience quand on n'est pas journaliste. Quand on est journaliste, je pense que ça peut avoir du sens d'être le premier au courant, de pouvoir expériencer très très vite les jeux et tout. Moi j'ai toujours fui, j'avoue, ce genre d'événement. Mais si j'avais un moyen de participer à ce genre de salon depuis chez moi avec potentiellement mon matos de VR et tout, là pourquoi pas, franchement ça pourrait me... T'es équipé toi en matos de réalité virtuelle ou pas? mais vraiment en mode noob quoi. J'ai l'Oculus Quest. C'est extraordinaire déjà. C'est génial, mais c'est le truc grand public quoi. Mais c'est cool déjà, franchement je kiffe bien. Alors, j'ai même pas d'Oculus Quest pour te dire la vérité. Mais c'est à cause de Facebook, faut se loguer. Non, je suis d'accord. Ça me ravit pas non plus. Mais je voulais quand même pouvoir essayer et puis faire la démo à la famille et tout, c'est efficace on va dire. C'est efficace sur le grand public, ça marche bien. C'est un carton parce que au niveau setup, tu peux l'emmener dans ton sac, tu vas chez n'importe qui. Ça c'est vrai que ça régale. Faire essayer. Et l'effet waouh est présent? Ouais, l'effet waouh est vraiment présent parce que tu as eu une évolution sur la qualité des jeux qui sont possibles de faire tourner sur un aussi petit objet qui est hallucinante. Tu peux tourner Beat Saber dessus. Ouais, c'est fou. Ça c'est vrai. Franchement. Ça c'est vrai. Alors que c'est un smartphone le truc dedans. De ouf. Et donc l'effet waouh marche. Et l'Oculus, c'est un Quest qui reste probablement l'objet qui donne le plus grosse accessibilité à la réalité virtuelle ici. Je ne sais pas si vous avez un Oculus Quest justement ici. Du tout. Mais je vous pose la question des salons virtuels, alors que on se plaint quand même un peu des salons physiques, difficulté de s'y déplacer, beaucoup de monde, beaucoup de foule, peut-être pour les professionnels, pas forcément toujours top. La possibilité de mettre en place des salons virtuels, des espaces virtuels, on n'arrête pas de parler de métaverse en ce moment, peut-être que créer des mini-espaces de métaverse pour pouvoir aller discuter entre professionnels, est-ce que ce serait une solution d'avenir ou pour toi le contact physique est toujours aussi essentiel? Déjà, en vrai, c'est dans la tendance. Tu as cité le métavers, c'est le bon exemple. Donc, ça rentre totalement dans ce cadre-là. Je pense que c'est aussi ce type d'expérience qui est aussi pensé pour ça. Après, moi, j'adore faut que je tourne ma phrase différemment. J'adore voir des gens. J'adore voir des gens. J'adore le contact physique. Doucement, voilà, c'est ça. Voilà. Non, mais si tu veux, c'est bien les salons physiques, c'est cool. Après, on va pas se mentir. Je vais prendre l'exemple de la PHW. Pour moi, un très bon exemple, c'est qu'à une époque, nous, on avait un accès privilégié avant. Aujourd'hui, cet accès privilégié a changé entre
influenceurs invités, t'as un peu l'impression d'être déjà dans un des jours du salon, tellement il y a de monde. Donc t'as moins d'accès, moins de choses potentiellement intéressantes à faire en amont du salon. Moi, j'aime bien voir des gens, j'aime bien le côté chaleureux. En fait, c'est le côté un peu immersif aussi, tu vois. Le fait d'entendre des réflexions de gens, soit qui n'y connaissent absolument rien, soit qui ont une réflexion, un débat sur un jeu que tu viens de voir présenter. Je trouve ça archi cool. Après, je me dis, bon, depuis quelques années, avec le contexte Covid, on est plutôt en train de réfléchir à est-ce qu'on maintient certains salons ou pas. Quand je vois cette configuration-là, je me dis c'est OK. En plus, c'est vraiment ce côté, votre salon à la carte. Tu vas là où tu veux, tu vas voir le trailer que je disais tout à l'heure, le trailer que tu veux, le jeu que tu veux tester. Tu peux jouer à des démos, on Voilà. rappelle Donc, aussi. Donc, comme dans un salon, tu vas et sans perdre 3 heures. Voilà. C'est ça. C'est Il y a ça, le truc. 9 démos disponibles, des espaces démos. Tu cliques sur la démo et ça soit peut directement envoyer ta démo sur Steam si ton casque est connecté à ton PC. Moi, les deux sont bien. Soit le jouer en mode ton casque et ton écran. Bon, c'est un peu nul de jouer comme ça, comment avec un casque vert, mais c'est aussi quelque chose de compatible. Ouais. Ça reste quand même un gain de temps. Vert ou par exemple partager des binges en vert. Est-ce que Et voilà, c'est mais quelque tu vois, chose c'est exactement mon qui argument. te dirait? Parce qu'en fait, moi, le seul intérêt de la Paris Games Week que je vois, c'est la soirée presse du jeudi soir. Faut savoir que cette soirée presse Qui a changé maintenant. Qui a changé, mais cette soirée presse, elle était exceptionnelle. D'accord. Parce qu'il y avait tout le pavillon où chacun, en fait, avait ses accréditations. Mhm. Chacun allait connaissait un mec, tu vois, on connaît tous Oui. un mec. Alors, tu te balades un peu. C'est une au accréditation par salon, par zone. par stand, voilà. Par stand. Ça, mais ou pas, parce que du coup, tu fais machin. ça va. Et donc, le machin, il fait mais non. Alors, Mais du non. coup, et vous vous rappelez pas de qui est l'autre, tu vois, on se souvient pas. Et donc, il fait bah viens. Alors, du coup, ça ouvre. Hop Et là. puis, il dit bah écoute, serre-toi, il y a à boire, à bouffer. Voilà. Voilà. Et ça, c'était l'attraction. Moi, je ne ratais ça pour rien au monde parce que tu savais que t'allais bouffer qu'à la gratos, tu savais que t'allais boire un bon coup, parce qu'en plus, c'est la soirée presse, tu vois, faut bomber le torse. Donc, les mecs dépensent en champagne, en crémant et tout. Oh, quelle soirée exceptionnelle. C'est Et vrai. ça, en VR, je regrette. Parce que du coup, en VR, t'auras pas l'effet toi. Et bah non. Parce que, Tu peux ghost. bah ouais, tu peux ghost. Tu boiras seul ton champagne que tu auras payé du coup. Ouais, de fou. Et tu bois seul ton mousseux. Parce Voilà. que du coup, t'as pas beaucoup d'argent. Donc, pas de crément, pas de champagne, du mousseux à la con Tu te feras un croque ou de la dessus. clairette de Die. La clairette de Die. Quelle Je horreur. sais même pas de quoi tu parles. Mais Ça vient de chez toi en plus, la clairette de Die. Vrai? Ah, mais non, mais c'est normand, pardon. C'est pas Oula, la France. oh là là, oh là là. Qu'est-ce que tu racontes? Voilà. La clairette de Coupez-lui Die. le Grand micro. Est, je peux considérer le Grand Est comme étant un peu chez moi, mais voilà, sorti du Grand Est, Ouais, mais s'il te plaît. S'il te plaît. Enfin voilà, moi je regrette, mais de toute façon ça va se perdre. Que voulez-vous, les salons, ça fait plus rêver personne. Ah, je suis pas d'accord. c'est la vérité. Tu penses Tu que penses peut-être qu'on va tendre aussi vers des plus petits trucs, tu vois, Moi je suis d'accord avec ça. revenir à garder l'aspect se retrouver entre passionnés. Ça, je comprends totalement. Moi, j'avoue, je suis pas un passionné du jeu vidéo en tant que tel, mais j'entends très bien. Mais j'entends totalement que ça fait du bien aussi, surtout dans une activité qui est beaucoup remote, quoi. Enfin voilà, c'est Oui. pas un sport collectif ou des choses comme ça. Donc aller pouvoir recréer des moments de comme tu disais, de contact physique, de rencontre physique et tout, je pense que et de partage de bouffe. Ouais. Plaisir. Non mais La bouffe, il s'en fout, il y a que la binge qui l'intéresse. potentiellement, effectivement, que tu peux totalement imaginer qu'à l'avenir, tu vas voir que le cash va être investi à faire des gros événements virtuels, qu'on a vu avec Apple, que ça Ouais. généralise avec Ouais. les conventions jeux vidéo aussi, et que c'est un côté positif à ce que t'es pas obligé de prendre un billet pour Los Angeles maintenant pour participer au truc, donc c'est quand même Ouais. Je sympa. pense qu'Apple ne rouvrira plus jamais publiquement ses keynotes. Ah, ça me paraît. Je pense qu'ils vont hésiter en tout cas. Ouais. Je pense qu'ils vont vraiment hésiter Ouais. parce que ça a tellement pris, c'est tellement rentré même dans les habitudes de se dire ah tiens il y a la keynote Apple. Moi je l'ai vu au bureau. Une époque moi je les regardais pas trop. Mais là ça fonctionnait quoi. C'était le cinéma. On lançait J'avoue. on prenait nos bières et puis on regardait la keynote. Après on débattait entre nous et tout. Le Donc, Grand Prix. Ça va être dur. Non mais ça va être dur de revenir de ça tu vois. Ouais. Ouais, Donc, j'avoue, peut-être que tu le vas- confort, le nombre de personnes qui sont touchées par ça, évidemment, est bien plus grand. En effet, on va parler un peu des jeux annoncés dans ce Future Game Show, puisqu'il y a eu pas mal de reveals. Vous pouvez d'ores et déjà voir la totalité des jeux montrés durant le Future Game Show sur la page Steam allouée au Future Game Show. Donc voilà, vous avez la totalité des jeux montrés avec un bon résumé des nouveaux jeux justement montrés en World Premiere avec une catégorie World Premiere. Ainsi, on va retrouver, donc vous voyez, un des jeux dont on avait vu déjà quelques trailers comme Dark Romantic, Miniam Ghost Hunt ou Helvetin, mais surtout des nouveaux jeux comme Deliver Us Mars, qui n'est d'autre la suite que Deliver Us Moon. Je vous rappelle ce
jeu d'anticipation catastrophique, très Didier Vert dans le texte, où vous devez sauver un peu l'univers de la destruction en allant chercher tout seul des ressources sur la Lune. Et bien là, c'est à peu près la même chose. Je ne sais pas comment se finit Deliver Us Moon, mais visiblement maintenant c'est sur Mars que vous allez atterrir et peut-être que vous êtes le seul espoir de l'humanité, comme Elon Musk, certains diraient, ou Bruce Willis, tout à fait. En effet, là-dedans, donc voilà, c'est une annonce qui fait plaisir et un jeu qui n'avait pas été montré. Coup de tonnerre aussi, et ça fait un peu son petit bruit, parce que vous savez que la licence Lego a perdu énormément de ses licences phares et ne réitérera pas beaucoup de ses partenariats, que ce soit Batman, Harry Potter, machin. Ouais. On arrive un peu au bout d'un cycle pour Lego. Mais là, c'est Star Wars, c'est Skywalker. Là, exactement. Voilà. Le prochain, c'est ça, c'est la trilogie, l'ensemble Skywalker, exactement. Et bien, ils ont annoncé un autre jeu, Brick Tales, qui là se concentre uniquement sur l'univers de Lego, la création et l'aventure. Vous avez vu dans un monde 3D isométrique où visiblement il va être possible de créer et d'évoluer quelque chose de... Alors j'ai envie de dire, quand tu vois ça, peut-être un peu plus Minecraftien, mais c'est une histoire d'aventure. C'est exactement ce que j'allais dire, c'est Minecraft. Ouais. Tu vois la map, tu dis ok, c'est Minecraft. Voilà, vraiment. Plus joli. Alors même au niveau du style, du mood, des couleurs. Ouais. Oh, vous êtes dur, c'est pas Minecraft. Un peu. Non, mais tu sens l'inspiration. Ah oui, non, mais en fait, c'est un jeu sandbox, mais je veux dire, on est quand même. On est dans la création Lego virtuelle, la véritable, dans laquelle tu pourrais faire tes objets, les animer directement et t'en servir dans le jeu. Ça va grave marcher. Il y a un petit côté moteur physique en plus, du coup, qui est vachement marrant, j'avoue. C'est trop stylé. C'est vraiment trop bien stylé. Parce que du coup, on est sur comment dire le vrai sandbox Lego, quoi. C'est ce qui manquait, je pense aussi beaucoup à la licence, alors que c'est curieusement le principe. Tu vois. Et donc là on a la véritable expérience Lego où tu vas pouvoir faire des mondes comme ça en 2D isométrique, en 3D isométrique pardon. Donc quel banger. Je pense personnellement que s'ils font les bons sets de contenu, les bonnes extensions, les bons DLC, parce que ça Lego ils vont se régaler en termes de DLC. Regarde-moi tous ces biomes et tout, trop stylé. Tu disais, en ce moment, ils ont perdu certaines licences, etc. Mais quand tu vois ça, ça peut signer des petits chécos dans la foulée. Hein. Un petit Lego Brick Tales X Marvel, par exemple, ou X Harry Potter, ou X DC Comics, ça marche. Hein. Tu vois, donc... Petit chécos, celui-ci. Ouais, petit chécos. Tu signes des chécos, toi ? Pas mal. Pas mal. Je rappelle que Lego est non seulement une des marques qui fait le plus de placements produits de l'histoire, des plus présentes à la fois que ce soit à la télévision, au cinéma, mais j'ai appris ça, et chose assez incroyable, c'est aussi le premier fabricant de pneus au monde. Quoi ? Comment ça ? Ça veut rien dire. Ouais. Le plastique, c'est ça ? Non, c'est avec leur petite figurine, leur machin, ils fabriquent des petits pneus caoutchouc. Ils en fabriquent tellement, des centaines de milliers. Ah oui, ok. Pour leurs voitures à modéliser, ils en vendent tellement qu'en fait, c'est plus que le parc automobile. Exactement, ça veut rien dire. Michelin en sueur. Pourquoi cette news m'a complètement world trigger ? Qui produit plus de pneus, Michelin ou Lego ? Lego. Ouais, Lego. Sans pression, tu vois. C'est normal. Zéro pression derrière ça. D'autres jeux comme The Cube, The Unbound Ghost ou encore The Time I Have Left ou encore Altered Born et le fameux Turbo Golf Racing qui n'est autre que le mix entre Golf It et Rocket League. Ah oui, ce jeu, oui. Incroyable mais vrai. Exceptionnel. Mais les petites voitures qui poussent des babales, ça a vraiment le vent en poupe depuis que Rocket League s'est mis là. Déjà, on a des balles différentes déjà. Parcours de golf et, on va dire, jeu de golf en temps réel, pas forcément le côté tour par tour du golf traditionnel. Et c'est parti, obstacle à éviter, cible à viser, point à prendre, bonus à révéler. Il y a beaucoup de jeux dans ce jeu. Hein. Ouais, il y a beaucoup de jeux dans le jeu, mais qui sait, c'est peut-être l'e-sport de demain, Nanix, non ? Je sais pas. Déjà, la physique des balles, elle est vachement moins bien que sur Rocket League. Je me permets. À l'œil, c'est ça ? À l'œil. Ouais. On dirait l'ancêtre de Rocket League, Rocket Battle, machin. Ah oui, sur PS3 là. C'est ça. Ça fait un peu bon. Pardon, je suis déjà critique. Tu parles de quoi, de la physique de la balle ?
Oui, quand il tient. Mais en vrai, là où tu as vraiment raison, Micode, c'est que le succès de ces jeux-là tient énormément au moteur physique. Si aujourd'hui Rocket League est toujours autant joué, c'est que le moteur physique est tellement travaillé, satisfaisant, que tu peux réellement le pousser techniquement loin, outre le principe évidemment du football qui reste extrêmement populaire. On est sur quelque chose de fun, déjà prévu visiblement à la ZLAN 2023 d'après le chat. Ça va être formidable. Voilà. Et ensuite, on pourra revoir énormément de nouveaux jeux sur ce Future Game Show avec de nouveaux trailers, des pages Steam qui sont mis à jour et des promotions aussi sur des jeux qui sont déjà sortis. Voilà, le Future Game Show, c'est aussi une façon de promouvoir beaucoup de jeux indépendants sur PC, de leur donner de la visibilité parce que vous le savez, et on va en reparler durant cette émission, mais le nombre de jeux qui sortent sur Steam par jour inonde tellement le flux qu'il est quasiment impossible de ressortir, de se faire voir. Voilà pourquoi le système de wishlist est si important. Voilà pourquoi faire des événements qui montrent un tout petit peu les jeux et même s'ils sont sortis, les remettre en avant. C'est très important. TPK, c'est dur d'exister sur Steam en tant qu'indé aujourd'hui, non ? C'est tellement difficile. En plus, Steam... clairement, ils ouvrent les vannes à peu près n'importe qui. Vous avez fait un jeu vite fait sur Unity, un Rock Simulator ou un Préfecture du Nord Simulator, c'est bon, c'est sur Steam. Donc, et c'est au même niveau que le mec qui a mis 7 ans à développer son petit jeu tout seul dans sa cave. Donc c'est très complexe. Steam essaye de se battre avec ses moyens, avec tout ce qui est tout ce qui est Greenlight, tout ce qui est wishlist, etc. Aujourd'hui, on sait que le poids de la wishlist est méga ouf sur l'algorithme des jeux. Il y a un taux de conversion assez hallucinant, de l'ordre de quasiment 1% de wishlisters qui passent à l'achat, ce qui a l'air ridiculement bas en vérité. Mais comme c'est un mouvement gratuit de wishlister, c'est de savoir que tu as 1% de tous ceux qui t'ont wishlist vont le prendre, ça te donne une assurance d'achat énorme. Non seulement c'est de la conversion, mais en plus l'algo de Steam dans le fait de faire remonter les recherches dans leur moteur de recherche déjà très mauvais. Je tiens à le rappeler que Steam a l'un des plus mauvais moteurs de recherche de tous les temps. C'est exécrable. Il est pas très bon, Dégueulasse. Et du coup, si ton jeu a beaucoup été wishlisté, ça remonte. Et c'est pour ça que quand vous voyez des trailers de mecs qui sortent des jeux sur Steam, c'est please wishlist, please. Même si vous l'achetez pas, please wishlist, comme ça, hop, 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 hop. Donc c'est super difficile. Et le Future Game Show, c'est toujours, même à l'E3, ils avaient vraiment bien insisté sur ces jeux indés. C'est cool d'avoir ces initiatives. Please wishlist, please wishlist. Please wishlist. Voilà, c'était pour le Future Game Show. Toutes les informations sur la page Teams de l'événement. On va revenir sur la Game Developer Conference, puisque là aussi, deuxième événement cette année, aujourd'hui même que cette Game Developer, après le Future Game Show. Il y en a eu beaucoup, évidemment. Et la Game Developer Conference a donné ses awards des meilleurs jeux aussi dans toutes ces catégories. Alors pour l'ensemble des jeux sortis en 2021, et nous avons beaucoup de jeux récompensés, notamment dans les meilleurs lancements de jeux. Valheim a été salué. Valheim qui, j'ai l'impression, en étant sorti vachement tôt en 2021 ou en ayant eu une phase d'alpha, n'a pas eu autant de récompenses que ça sur l'année. J'ai l'impression que c'est un peu le gros oublié des awards globaux, dans les Game Awards ou dans les autres jeux aussi. Je pense pas que ce soit t'avais oublié Valheim. Le profil de jeu à être dans les awards non plus. Tu vois, ça reste un jeu, on va dire, indé et qui a fait sensation au début parce qu'on était sur le nouveau jeu de streamer. Clairement, donc c'était le jeu de streamer, c'est un jeu qui a fait un buzz autour de ça, tu vois, mais ça reste profondément des jeux indés, ça reste profondément des jeux entre guillemets confidentiels désormais, parce que est-ce que vous jouez, vous entendez parler de Valheim aujourd'hui ? Ah non. En fait, c'est un jeu qui a été très très joué, très streamé au début, puis d'un coup, comme beaucoup de jeux de streamers entre guillemets, qui a été lâché pour autre chose assez rapidement quand tu regardes un petit peu le calendrier de l'année. C'est aussi peut-être pour ça que moi perso, maintenant je vois les images, je me rappelle du jeu. Quand je dis je l'ai oublié, je sais de quoi était le jeu était fait. Mais je veux dire, je l'ai oublié dans le sens où moi je l'avais oublié. On en a plus entendu. Oh, vous exagérez. On en a plus entendu parler après le reste de l'année. C'est normal. Quand même. Non, mais c'est normal parce que c'est comme à chaque fois qu'il y a un jeu de streamer qui fait le buzz pendant. Vous entendez encore parler de Vampire Survivors ? Vous entendez encore parler de Lost Ark ? Vous entendez encore parler de New World ? Non. Lost Ark, oui. On en parle tous les jours dans le lunch, donc. Moi, New World un peu moins, mais Lost Ark, oui. Je fais souvent le lunch. En plus, il y a une news sur Lost Ark ici, puisque les développeurs ont justement signalé qu'ils n'étaient pas fermés à la sortie console du jeu.
Let's go. On dit ça hier. Exceptionnel. Voilà, donc ça se trouve, Lost Ark arrivera ici. T'as joué à Valheim, Micode, ou pas? Pas du tout. Vraiment, là, tous les jeux, je suis dans un tunnel depuis 5 minutes. Je n'ai rien essayé. Est-ce que vous expliquez? C'est un petit jeu de survie finalement, un peu comme Minecraft Lay, où tu peux crafter des choses, mais dans une ambiance un peu plus viking, low poly. Pour ce qui est des best visual art, donc la meilleure direction artistique, c'est Ratchet & Clank qui a remporté le trophée. Sachez que Ratchet & Clank remportera aussi le trophée de la meilleure tech utilisée sur un jeu. Je ne sais pas si vous avez déjà vu les images, ou tu as déjà vu les images de Ratchet & Clank Rift Apart sur PlayStation 5 comme en Micode, mais c'est vrai que Insomniac Games a sorti un jeu digne, sincèrement, des studios Pixar en termes de visuel. De rendu. C'est l'un des plus beaux jeux de la PS5 aujourd'hui. C'est l'un des plus beaux jeux de la PS5 aujourd'hui. Et c'est ta raison, puisqu'ils ont poussé évidemment ce jeu pour être exclusif aussi PlayStation 5. Et ça reste Ratchet & Clank dans le gameplay, mais en tout cas visuellement, tout ce que vous voyez là est réalisé avec le moteur du jeu, et c'est juste assez exceptionnel, parce que là après la vache, les poils. Je te dis, c'est oufissime. Et t'as l'impression que c'est le jeu du studio Pixar, quoi. C'est ouf. Insomniac sont très très forts pour ça, et le jeu avait vraiment été un peu étudié sur sa qualité d'utilisation des technologies, que ce soit de ray tracing, que ce soit de gestion de lumière, et aussi de triche pour que la PS5 puisse afficher tout ça. Et on se rend compte qu'avec ce Ratchet & Clank, pour un début de génération de console, on est déjà très très loin. Les fameux passages qui te permettent de changer de décor instantanément est un peu la feature justement de ce Rift Apart, mettant en avant les capacités de chargement du SSD de la PlayStation 5. Très très fort. Donc voilà, technologie, mais aussi artistiquement, le jeu est bien entendu récompensé. Ensuite, en termes d'audio et d'innovation, c'est le jeu Unpacking qui a été récompensé. Alors Unpacking, je ne sais pas si vous en avez entendu parler, c'est un jeu de déménagement. Vous allez suivre l'histoire d'une personne qui déménage tout au long de sa vie. Vous devez ranger ses affaires au fur et à mesure. 12 000 sons de banque de données enregistrés juste pour les sons d'objets posés sur différents matériaux afin d'avoir le truc le plus satisfaisant possible. C'est un jeu extrêmement ASMR et qui n'a de scénario que le déballage de vos objets. Voilà. Okay. Fou, juste fou. C'est fou, c'est un unboxing géant, quoi. L'unboxing de ta vie, quoi. J'arrive totalement à voir la cible de ce genre de jeu. C'est tous les gens qui ont leur chez eux qui est tout bien rangé. C'est un peu les fétichistes du setup gaming parfait. Je vois très bien, franchement, la cible, et je comprends la satisfaction c'est trop bien. Que de ranger parfaitement ses affaires. C'est trop bien. L'autre chose extraordinaire, c'est que derrière tout ça, il y a une narration qui va se raconter au fur et à mesure des différents déménagements, que ce soit d'abord tu ranges ta petite chambre d'enfant, puis ensuite ta chambre d'étudiant, puis t'emménages avec ton premier copain ou ta première copine, puis ensuite tu sens qu'ils se séparent et que t'es obligé d'emménager seul quelque part, etc. Enfin, il se passe trop de trucs et à chaque fois tu retrouves plein d'objets année après année, des objets que t'aimes bien, comme par exemple ce petit cochon ici, mais qui n'est peut-être plus en phase avec l'âge que tu as, mais tu veux le conserver. Attends, on a mis quoi? On a mis un micro. Il est en train de faire une Claude François. Attends, c'est quoi? C'est un grille-pain qu'il a mis dans le. Ouais, ensuite après, tu peux prendre pas mal de photos et les publier sur les réseaux sociaux de ton rangement. Ça ou les trois frères. Le petit cochon qui évolue et qui devient de plus en plus usé au fur et à mesure du temps que tu avances. C'est formidable. Tous ceux qui ont joué à ce jeu le recommandent. Il n'y a pas besoin de jouer en vrai, la DA est très cool. C'est trop bien. C'est soigné. Et c'est méga satisfaisant, bien entendu. Je suis assermenté, monsieur. Assermenté, le mec! J'en ai poussé au suicide des plus minables que vous. Les trois frères, quel film! Le rangement! On va parler aussi de Psychonauts 2, récompensé pour sa meilleure narration. Le jeu de Double Fine, bien entendu, lui aussi, qui va prendre des récompenses. Au niveau du meilleur design et du meilleur game design, c'est It Takes Two qui prendra le gain. Merci. Formidable, le jeu que vous ne pouvez jouer qu'en coopération, qui est un jeu qui amène évidemment à collaborer afin de rassembler un couple en train de se déchirer. Jeu de l'année, d'ailleurs, des Game Awards. Ici, il remporte le best design. Et le meilleur jeu de l'année, alors là, pour les game développeurs, c'est Inscription. Oh, je suis tellement heureux.
Je suis tellement heureux. Parle-moi de cela. Alors, j'ai jamais joué à ce jeu. Comment ce petit jeu de cartes pixel art Oui. peut-être le jeu de l'année? Parce que en fait, Inscription, c'est déjà plusieurs jeux en un. C'est donc des mécaniques de ce qu'on appelle roguelite. C'est un jeu de cartes qui est très simple au demeurant. Tu vois, c'est vraiment très très simple. C'est des animaux avec des pouvoirs spéciaux. Et le concept est vraiment ultra simple. Et tu as des composantes horrifiques, notamment avec ce maître du jeu, en gros, qui est censé te poser pas mal de soucis. Tu traverses vraiment des décors, des ambiances différentes, tout en étant dans une pièce et sur, en fait, partie de jeu de cartes. T'as des énigmes dans la pièce où t'es, ça fait comme une sorte de dungeon crawler, en fait. C'est un peu un escape game avec des cartes, quelque part. Ouais, il y a des... vite fait, il y a des composantes, tu vois, et les boss sont... systématiquement, enfin moi je trouve que les boss sont trop réussis en termes d'ambiance. Donc évidemment les morts sont définitives, donc tu repars à zéro à chaque fois. Voilà, ici par exemple, là il s'est fait tuer. Là il y avait un combat avec des particularités différentes. Vraiment l'ambiance est magistrale. C'est du pixel art, mais vraiment l'ambiance est magistrale. Je suis en train de le faire Inscription en ce moment. C'était vraiment un des jeux. Vu à l'E3. Ouais, dans la conférence Devolver. Et genre magnifique. Faites-le si vous êtes fan d'ambiance, si vous êtes fan de jeux de cartes, de roguelite. Foncez, c'est 20 balles sur Steam, ça coûte que dalle, je suis trop heureux parce que ce jeu il mérite plein de trucs. Bah écoute, ça régale, hein, formidable, tu me donnes presque envie de jouer au jeu, si ce n'est encore la direction artistique donne envie de me foutre en l'air, mais tu vois que toi tu kiffes. Moi j'adore. Et donc du coup, vous voyez le jeu de cartes est très 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 simple et en fait t'as un système de balance, en fait c'est des points de vie que tu vas mettre, donc des dents en fait, et l'adversaire peut du coup te tuer, donc c'est lié à chaque fois, si jamais la balance penche trop de ton côté par rapport aux dégâts qu'il t'a infligé. Et vous voyez que c'est très simple, hein. Ça a l'air. C'est des animaux. Attaque défense. J'ai deux questions. Déjà d'une part, il y a une narration, je suppose. Il y a une narration, Et c'est juste toi versus l'IA, où tu peux jouer avec d'autres personnes en ligne. Non, c'est en fait comme Darkness Dungeon en fait. Oui, ouais. En fait, parce que le jeu de cartes en lui-même est un gameplay asymétrique. Donc, c'est-à-dire que toi, tes règles ne sont pas les règles de l'IA. Ah ouais, d'accord. Je veux dire. Okay. Donc voilà, c'est en ce sens-là. Et clairement, je vous recommande ce jeu. C'est formidable que des jeux comme ça aussi réussissent à avoir les prix des jeux de l'année afin de les faire aussi remonter et les faire jaillir au grand jour. Ça régale. Nanix, avec toi, on va revenir sur Xbox et la Fédération française de football. Hier, un événement, Marie Palot au milieu du Stade de France. Je me suis réveillé, j'ai vu Marie Palot au milieu du Stade de France. J'ai vu Chrono et Nanix comme ça dans les gradins. Il se passe quoi? Qu'est-ce qui se passe? Le Stade de France tout en vert? Tout en vert, avec l'appellation eSports Ready. Lorsque tu arrives, voilà, tout à fait au Stade de France. Ah ouais, voilà. eSports Ready, le Stade de France. Tout à fait. Ça fait 2 mois. Là, vous voyez l'espèce de petit écran vert qu'on voit au fond, évidemment, le FFFX Xbox. Bah, tout simplement, moi, quand j'ai eu le CP me proposant de venir à l'événement, je me suis dit, à mon avis, ça va être une soirée, soit ça va être un sponsoring maillot, tout simplement, de l'équipe de France, parce que FFF, on pense évidemment à l'équipe vitrine, à l'équipe de France, soit potentiellement une gamme de manettes à l'effigie des joueurs. Je me suis imaginé plein de choses. En réalité, ça va être beaucoup d'actions autour du football amateur. Ouais, c'est ça. Voilà, et aujourd'hui, Xbox devient aussi le partenaire officiel gaming des équipes de France, masculines et féminines. On va voir le logo sur les t-shirts ou pas? Non. Avant. Il y aura rien. En fait, faut se dire, ce partenariat, il y aura rien de hyper bling bling ou d'hyper visuel. Ouais. Ce seront beaucoup d'actions. En fait, le grand public ne verra pas forcément toutes les actions qui vont être mises en place. C'est vraiment quelque chose qui va être lié, pas forcément, j'allais dire de manière en soum, j'allais dire, c'est quelque chose qui me venait, mais pas quelque chose d'hyper non plus confidentiel. Ce sera dans l'encadrement en fait du football amateur. Je m'explique. Donc c'est pas non plus du gros marketing ultra agressif. C'est un partage de vision. Quand je te dis que le grand public le verra pas, c'est les gens qui ne sont pas licenciés, qui ne sont pas joueurs amateurs, ne le verront pas en fait. Ouais. Tu es licencié, tu es joueur amateur ou joueuse amatrice de football, tu vas être dans le cadre de toute une campagne. Donc le slogan c'est Power Your Dreams, voilà, autour évidemment du rapprochement du partenariat entre la FFF et donc Xbox. Et en fait, il y a 3 temps forts. Le premier temps fort, c'était donc hier soir, où le stade était en vert. Il y avait un spectacle de jeux de lumière qui était plutôt cool. Je crois un peu court, mais plutôt cool. Tout un live streaming, donc animé par Marie Palot. Smaïl Bouabdella, pour ceux qui suivent évidemment le football, c'est l'une des voix du football en France, côté d'Amazon Prime. Et Domingo, qui était présent aussi. Et Domingo, qui était présent en fait pour expliquer un petit peu les contours de ce partenariat. Et donc, il y a 2 événements importants. Déjà, la première campagne, c'est Xbox FC.
En gros, la FFF va soutenir le football amateur avec l'aide d'Xbox. L'idée, c'est d'offrir aux amateurs la possibilité de s'entraîner dans des infrastructures nouvelle génération, j'ai envie de dire. Ils vont investir de l'argent dans les infrastructures pour le foot amateur. Exactement. Et même pour ne pas te dire de bêtises, parce que le CP est sous les yeux, l'idée, c'est qu'en gros, les clubs qui vont être sélectionnés, parce qu'évidemment, je pense que ce sera soit remis sur dossier, soit des choix qui seront établis évidemment par la FFF, ils pourront bénéficier de lieux d'entraînement et d'équipements donc flambant neufs. Donc, c'est une remise à niveau en fait, des infrastructures qu'ils avaient déjà. Vestiaire rénové, zone de jeu dédiée, vous parliez de FIFA au tout début du Lunch Play, zone de jeu dédiée au coloris et à la DA Xbox. Donc tu peux te dire, il y aura éventuellement un espace, on pourra se le dire, il y aura un espace dédié gaming, et quand on parle de football, on peut imaginer qu'il y a un petit jeu FIFA évidemment qui traînera. Et l'autre événement important, ça arrivera donc le 21 mai prochain. Donc du coup, du côté de Clairefontaine, c'est le Xbox Day. Donc la FFF avait déjà entamé une campagne e-sport qui s'appelait League Up, donc un tournoi sportif. Donc ça, c'est un autre tournoi, le Xbox Day. Non, le Xbox Day, c'est un événement qui va accompagner cette compétition e-sport qui aura lieu du coup le 21 mai prochain. Donc du coup, vous avez le tournoi e-sportif, donc la finale e-cup. Et à côté de ça, vous avez pour évidemment les joueurs qui ont été sélectionnés pour ce tournoi, une visite exclusive de Clairefontaine, un tournoi de football mixte qui correspond évidemment à ce que je disais, football amateur masculin et féminin. Une initiation au CC-Foot et tout un tas d'animations, d'ateliers inclusifs avec des experts pour nous apprendre un petit peu les bonnes pratiques évidemment du numérique. Donc il y a quand même la volonté de rapprocher le gaming du football amateur. Voilà. D'accord, alors je vois évidemment dans beaucoup de réactions dans le chat en mode il n'y a pas vraiment d'annonce jeux vidéo, c'est un peu osef, mais moi je trouve ça justement plutôt bien parce qu'en fait c'est pas du tout en mode on arrive avec nos gros sabots, on va mettre des logos Xbox partout. Je vais rajouter une précision. Xbox est aussi partenaire dans les mêmes, si je dis pas de bêtises, les mêmes conditions avec la Fédération anglaise de football également. Donc, ouais, d'accord. Okay. Voilà, il faut le savoir. Donc c'est vraiment de la vision sur long terme et c'est des investissements dans de l'associatif, pour le développement du sport chez les jeunes. En fait, c'est un peu une aide à tous ceux qui veulent pratiquer le sport. Enfin, en termes d'impact direct marketing, il est quasi nul. Et je trouve ça cool qu'une boîte fasse ça. Il y avait déjà des activations entre Xbox et l'équipe de France à travers des joueurs comme Antoine Griezmann notamment. Tu avais à l'époque des joueurs de l'équipe de France qui revenaient même avec des petites, fameuses valisettes où tu avais la Xbox, tu pouvais jouer directement. Donc, il y avait déjà des activations entre le monde du foot français et Xbox. Et aujourd'hui, il y a vraiment la volonté de s'inscrire dans le domaine du football amateur. Alors oui, tout le monde s'est dit Xbox, XFFF, ça va être un partenaire. Moi, je pensais vraiment à un sponsoring maillot. Mais en réalité, je trouve que la campagne. Il n'y a pas de sponsor sur le maillot de l'équipe de France. Si, il y en a, mais c'est pas Xbox. Il y a quoi de mémoire. Non, il n'y a pas de sponsor sur le maillot de l'équipe de France. Ouais, ça me dit rien. Sur les manches, je sais plus. Bref. Il y a juste. C'est quoi C'est Nike qui les fabrique, c'est ça? Ouais. La seule Moi, marque, t'as juste le logo, les couleurs et le nombre d'étoiles. Non, il n'y a pas de sponsor sur le maillot de l'équipe de France. Il y a eu Je sais plus. Toujours est-il que. En vrai, cette campagne est archi cool, je trouve. Après, c'est quelque chose de hyper guillemets pour nous hyper confidentiel. TPK, de ton côté, tu penses que c'est pas si désintéressé que ça? Non, du tout, parce qu'au final, là, l'idée, c'est que on infiltre le milieu du foot, qui est donc le sport le plus populaire en France. On le sait, les jeux de foot vendent énormément, et énormément. FIFA est encore aujourd'hui le premier produit culturel de France. Ça se tape avec code, quoi, à chaque fois. Ça se tape avec code, bon. Mais les chiffres sont là. PlayStation a aujourd'hui, quand on pense à FIFA, on a spontanément, le grand public pense à PlayStation aujourd'hui, parce que PlayStation a beaucoup argumenté sa communication avec FIFA. Partenaire UEFA aussi, donc tout à fait. Partenaire UEFA, la Champions League, du coup, si je ne dis point de bêtises, tout à fait. Voilà, donc ils ont eux aussi, ils sont ténors. Sauf que là, du coup, plutôt que d'aller en frontal, en logo à la con sur une ligue concurrente ou sur l'UEFA pour dire non, nous aussi on est en frontal. Non, ils passent par le backstage pour aller faire ça. Et là, on va toucher les leaders d'opinion locaux du football. Puisque si tu investis dans des vestiaires, dans des stades, dernier cri, très locaux, c'est-à-dire le stade typiquement de Caen, de Reims, j'en sais rien, j'ai n'importe quoi, et là, tu as les leaders d'opinion très locaux, des coachs, des capitaines d'équipe, des jeunes joueurs qui sont vraiment prêts à passer à la Ligue supérieure, des joueurs en gros et des joueuses prometteurs, qui vont du coup être associés à la marque Xbox et qui vont voir la marque Xbox autour d'eux. Et quand on leur posera la question manifestement, quand on leur posera la question de à quoi je dois jouer si je veux jouer à un jeu de foot, progressivement mais sûrement,
Xbox pourra peut-être être un peu plus cité que PlayStation. Et en fait, ça, c'est clairement pour aller chercher des gens qui touchent au football plutôt que littéralement avoir un vieux logo sur un stade. Donc pour moi, je trouve que c'est une stratégie marketing qui est maligne. Je ne sais pas si elle va fonctionner. Je suis pas en train de dire que ça va fonctionner 100%. Je suis pas en train de dire ça. Mais juste que c'est malin parce que ça contourne PlayStation par le prisme de l'amateur et des gens qui vivent le football au quotidien. Micode, en termes de marketing, ce genre d'association, comment est-ce que tu le ressens? Tu vois arriver les magouilles ou pas? On est sur un terrain d'expertise qui n'est pas trop le mien, j'avoue, parce que Foot X Gaming. Foot, t'es pas du tout foot? Non. Ah bienvenue, merci. C'est pour ça que je lance Nanix, j'appuie sur play, écoute. Donc non, intéressant effectivement comme analyse. Selon moi. Ça peut avoir un côté effectivement malin de retour à la racine finalement, de se positionner en amont. Alors c'est un peu je le vois un petit peu comme les assureurs ou alors les banques qui vont parler aux très très jeunes, qui n'ont pas de besoin immédiat du tout dans ces secteurs-là. Mais en fait, c'est un pari sur 10 ans du fait que le jour où, voilà. Donc effectivement, ça peut être ça en fait. Ils jouent le game de 5 ans dans le futur. Tu te souviens d'avoir été marqué par une marque dans ta jeunesse, juste, je sais pas, dans ton milieu d'éducation ou dans les pratiques que tu faisais? Potentiellement, je n'en ai pas qui me viennent, mais je pense que inconsciemment, effectivement, tu as toujours ce truc-là, des gros trucs institutionnels, banque, assurance et tout, où en fait, soit c'est celle des parents, soit tu t'es mangé des pubs, et en fait, c'est là où ils sont trop malins, c'est qu'ils jouent le game sur très longtemps. Moi, après, ils sont fait nuke par les néo-banques, néo-assurances, mais effectivement, c'est une stratégie un peu fourbe, mais qui peut être payante. Il y a un objet tech que tu voulais quand tu étais adolescent, absolument? Mais alors moi, en fait, paradoxalement, j'ai pas du tout baigné, pas du tout grandi dans un univers très tech. Il y avait mais je pense que ça explique des choses en vrai, parce que j'ai toujours été dans une fascination de ça du coup, et une envie d'avoir mon premier ordi, d'avoir un téléphone, de pouvoir faire de la bidouille et tout. Mais comme j'ai eu des frustrations par rapport à ça, du fait que on avait le PC familial, tu vois, mais c'était un peu tout. Et par rapport à mes copains et tout, j'étais plutôt du genre à avoir des parents qui étaient prudents, qui disaient non, on va attendre, tu en as un ordi plus tard et tout. Et je pense que ça fait monter l'attente. Taqué et t'as tout libéré bancaire. Et du coup quand j'étais indépendant, tu vois, j'étais en mode let's go. Et du coup, c'est là où je suis rentré dans. Mon premier ordi, je l'ai eu au lycée, tu vois. Et ça a été ton premier achat, c'est toi qui te l'as offert, c'est ça? Et je me suis trouvé un ordi sur le Bon Coin à 80. Oh, sérieux, sur le Bon Coin? Mais oui, à 80 €. Donc je peux te dire que l'ordi que t'as pour 80 balles en 2015 avec un écran mais tu sais c'était un écran carré comme ça là et voilà, je sais plus, ça devait être un vieux Dell, et le seul truc que je pouvais tourner c'était une vieille distribution Linux, parce que évidemment il n'y a rien y a rien d'autre qui pouvait d'exploitation récent qui tournait dessus. Exactement. Et donc c'était passionnant, franchement c'était passionnant, et donc c'était ça, c'était un peu mon objet tech d'envie quand j'étais jeune. Mais c'est très intéressant parce qu'avec toute la frustration accumulée, on est obligé de s'en sortir par des systèmes de débrouille, et c'est souvent comme ça qu'on apprend énormément de choses. C'est souvent pareil aussi en mécanique. C'est contre-intuitif. C'est exactement ça. Et en fait, c'est quand tu regardes aussi les patrons de la tech ou des trucs comme ça, quand tu regardes comment eux ils éduquent leurs enfants, c'est les plus prudents aussi sur leur exposition, l'exposition aux écrans, téléphones et tout. Ce qui est paradoxal, tu dirais, par rapport à leur développement, à ce qu'ils sont en effet aujourd'hui. En tout cas, peut-être que oui, en effet, TPK, sur le long terme, ça va fonctionner. Le même genre de rapprochement est fait, il me semble, aujourd'hui en Angleterre. La marque Xbox veut encadrer de plus en plus le sport et faire un rapprochement entre le sport et l'e-sport aussi assez... Il y a l'Euro féminin et la Coupe du Monde. Ouais. Cette année, donc masculine. Donc c'est une bonne année aussi pour communiquer aussi sur ce genre de choses, quoi. Ouais, Coupe du Monde au Qatar, c'est fin d'année. Non. Bah si. Arrête. Bah si. Déjà? Arrête de soupirer, toi, à gauche. Oui, encore, là. Mais c'est super, la Coupe du Monde, c'est bien. Si, ça j'avoue, ok. C'est trop bien.
Je suis client, j'avoue. Voilà. C'est bien la Coupe du Monde. Même les newbies que nous sommes. Bah oui. Arrêtez de vous amuser. On boit C'est plein vrai. de vinch. C'est vrai qu'en 2018, la finale dans les rues de Solferino à Lille, quel plaisir. Même si c'est pour de faux, moi j'aime voir toute une nation ensemble commémorer un Même truc. si c'est pour de faux. Un truc, même si c'est pour de faux, oui, un truc commun. Pour ensuite, une fois que c'est terminé, se refoutre sur la gueule comme. Mais comme l'Italie n'est pas d'habitude. qualifiée, c'est ça? Oui, il s'est passé un truc hier soir terrible. Quel plaisir. Quel plaisir. Ça, c'est pour Materazzi, moi. Toute dernière minute du temps additionnel, ils prennent une frappe. Mais ça te lunaire. fait rire. Ah non, en plus j'étais à la soirée, je vois le mec qui s'excite. La Macédoine du Nord, truc d'eau. Je fais bah quoi, je vois le résultat. Je fais ah d'accord, ok. Il me semble avoir vu passer. Alors, je sais pas si c'était un fake, mais les stats du match. En mode, ils ont dû perdre 0-1, c'est ça? Ouais, par des ans. 0-1. Ils ont la possession. 95% de possession de balle. Non, 95 peut-être pas, mais ils avaient à peu près 60 30 70. tirs au but, 30, Oui. 30 shoots cadrés. Je crois qu'il y avait C'était n'importe quoi. non, il y avait Et à la fin, ils perdent. je crois qu'ils ont tiré plus d'une vingtaine de faux buts. 16 Par contre, corners. après, ils ont pas beaucoup cadré, je crois, par Ah oui, contre. Mais en gros, ils ont dominé, mais pas de manière un peu stérile, quoi. Et à la Ouais. fin, ils se font piéger, donc voilà. C'est volatile le foot un peu, non? Bon, ça, c'est volatile. C'est pas toujours le meilleur qui gagne à la fin. Ah bah non, c'est pas toujours le meilleur qui gagne à la fin, heureusement. Et C'est la loi du sport, le mon gars, mais sport. c'est valable pour n'importe Ah, c'est nul. quel C'est sport. le du Ah, sport. c'est nul, ah Je crois d'accord. que c'est toujours le meilleur qui gagne à Smash. Tu rêves. Ah bon? Bon, en e-sport, c'est pas toujours le meilleur qui gagne. Bon, bah, c'est quand même toujours le meilleur qui gagne. Je crois qu'il est meilleur parce qu'il arrête pas de gagner, mais ça se trouve, c'est pas le meilleur. C'est quoi, il y a un hidden boss à Limoges. Le raisonnement dans l'autre sens. On va parler du décès de Steve Wilhite. Vous ne le connaissez peut-être pas, mais c'est celui qui a inventé les gifles extensions d'animation reprises sur les internets, peut-être le père de tous les mèmes. Hein. Il est là, il nous a quittés malheureusement et je vois qu'on a complètement changé ce que j'avais marqué dans mon édito. Donc voilà, on peut revoir le Nyan Cat, gif absolument dantesque. Je ne sais absolument pas File quel Omega. était réellement le tout premier gif. Ah si, peut-être. C'était un bébé. C'était un bébé, d'accord. Je vois qu'il y a aussi un petit avion qui bougeait, qui faisait partie des premiers gifs animés en 1987. Aujourd'hui, on est d'accord que la quasi-totalité sont des NFT vendus plusieurs millions. Mais bon, c'est rigolo. C'est un peu triste qu'il ait dû voir ça avant de mourir. Voilà, c'est ça. Juste avant de mourir, Ouais. il a vu que tout ça, non, ça n'a servi qu'à la spéculation. Ouais. Qu'est-ce que tu en penses un peu? Les chiffres, ça a été très utilisé. Comment expliquer la popularité de cette petite extension aussi longtemps encore utilisée aujourd'hui, hein, d'ailleurs? Oui, en fait, c'est un format d'un point de vue purement technique qui est assez pratique puisque c'est, en termes, si tu regardes en termes de rapport par rapport à la quantité d'informations versus le poids que pèse un GIF, c'est assez, assez impressionnant. Ça vient du fait que c'est très bas FPS en général. Ouais. Donc c'est rare de partager des GIFs en 60 FPS parce que vraiment, sinon tu n'as pas utilisé. Tu pètes un peu le principe, hein. Tu n'as pas compris le principe vraiment. Donc je pense que c'est comme ça, c'est l'aspect portable qui a profité de la vague des messageries instantanées et réseaux sociaux et puis voilà quoi. On n'a jamais fait mieux que cette extension pour transmettre des petites animations rapides avec tous les codecs qu'on a aujourd'hui, etc. On n'a jamais fait mieux que le GIF. Si en vrai maintenant tu as des nouveaux formats Oh putain, cette banane. comme tu as notamment le WebM. Ouais, Le le WebM. WebM. Le WebM, c'est. Exactement, qui est format. un peu censé prendre la succession de tout ce qui est vidéo, enfin tout ce qui est animation, Ouais. notamment avec de la transparence. Puisqu'une Ouais. des particularités du GIF et du fait et de son succès, c'était que c'était un des premiers formats à offrir de la transparence, qui est pas incroyable honnêtement par exemple par rapport à du PNG, qui a une transparence qui est parfaite si tu regardes surtout tout ce qui est Le dégradé, PNG, etc. PNG, c'est magnifique. Voilà. Ouais. Le GIF, c'est pas trop le cas, c'est un peu crado, mais c'était historiquement le seul format qui permettait d'avoir à la fois de la transparence et de l'animation Hmm. sans être une vidéo. Même tu regardes les codecs vidéo, il y a presque aucun codec qui propose de la transparence, quoi. Ah ouais. Et donc le futur, maintenant, normalement, c'est WebM qui est en gros un format de fichier qui peut contenir pas mal de codecs, qui est notamment poussé par Google. C'est ça qui fait que c'est pas encore totalement utilisé partout. Je pense que sur Firefox et Safari, Il y a encore une levée de bouclier. Prennent, quoi. c'est normal. C'est-à-dire que l'innovation, si elle vient côté Google, elle arrive d'abord sur Chrome. Et puis voilà, petit à petit, Ouais. si jamais ça freine pas trop des cas de fer côté Apple, etc., ça peut devenir une norme généralisée, quoi. Mais normalement, dans le WebM, tu pourras faire
tout comme les GIFs, mais en mieux. Voilà, de la meilleure qualité, de la meilleure transparence. Voilà, c'était l'instant technique. C'est super intéressant. C'est super intéressant, je n'en savais rien. oui. Et sachez que d'après le 68% du chat, on dit GIF Ouais, on et dit pas GIF. GIF. Hein. Ouais, ça me fout On en dit l'air, mais il GIF, faut ouais. dire GIF. Ça me fout en l'air. Faut dire GIF. Faut dire GIF. Même si, moi j'ai une théorie là-dessus, c'est que. Enfin, une théorie, pas sur le nom, mais aujourd'hui j'ai l'impression que les gens qui utilisent les GIFs ont plus de 30 ans. Automatiquement. Ah ouais? En fait, j'ai l'impression que le GIF, c'est devenu. Mais genre old, de fou furieux. Mince, Et qu'à chaque j'adore les fois que je gifs, vois moi. des GIFs, pour moi, un peu mal. J'adore les gifs. Mais un non. GIF c'est devenu méga old. Mais et, arrête. et je sais pas si je suis tout seul à ressentir ça, mais Bah, Mais tu utilises on n'est pas quoi trop d'accord quand tu déjà. veux en fait, Quand tu veux transmettre un petit trouve qu'une image- aubergine qui bouge. ouais, mais je trouve qu'une image pas pensé à vaut mieux celle-là, mais- vaut mieux que 1000 mots, tu vois. Je sais pas, moi c'est Le ce que je booty ressens. J'ai check. l'impression que mais cette banane elle est exceptionnelle. Bah oui. Mais je sais pas, j'ai l'impression que maintenant le GIF c'est devenu un peu old. Alors, tu théorises le remplacement des GIFs par le même fixe. C'est ça? Bah, C'est Ouais. osé, c'est osé. c'est osé, mais on aime bien les Moi, je suis un peu choqué personnellement, mais Donc je sais pas, moi je pose ça sur la table, vous en faites ce que vous voulez. Je vois le chat est en Il y feu. a un message pour toi. Voilà, je vais te spam Antoine, merci beaucoup. Mais vous en faites ce que vous voulez, pensez-y. Prochaine fois que vous voyez un GIF, posez-vous la question. Story, sur un Quel âge truc, a cette tu mets un petit personne gif et tout. La révolution a été les animojis là, ou les anijis là, les emojis que tu pouvais animer en totalité et envoyer directement par e-message. Formidable. révolution que personne n'utilise. Hein. Non, absolument pas. J'ai utilisé 2 fois à la sortie histoire de rigoler. Ah, dedans, quoi. Bah, après, j'utilise le Mi de Apple ou le Mi de Google. Le C'est celui que Bitmoji. tu peux faire. Bah oui, tu peux faire ta tronche là dans le jeu là. Comment ça s'appelle? Attendez, je vais vous montrer. Mythopia. Mais non, mais arrêtez de faire les mecs. Regardez, tac. tac. J'avoue, ça me traite de zoomer. Je suis mort. Ils me disent zoomer. J'aimerais bien être un zoomer, je serais plus Voilà, jeune. J'envoie putain. plein de trucs à ma femme, Ouais, elle va mais pas comprendre, mais c'est mec, juste pour vous mec, montrer. les gifs, quoi, je sais pas. Regardez ces trucs là. Oui, Oui, ça. bah, c'est la version emoji de Voilà, ton c'est la version animoji. emoji. Voilà, c'est ça. Tu te fais toi et ensuite après tu partages. D'accord. Ouais, mais c'est pour les gens chez Apple, ça. On peut voir Ken? Pas tous. Bah ouais. Regardez Regardez, je peux me faire en kimono avec un béret rose. Mais non. là. Bah si. Il est japonais? Eh, écoute. Ça, c'est un peu boomer. Oula, oh. Oui, bon. Bah n'empêche ok. que ça N'empêche fait, que- ça fait plaisir. N'empêche qu'il Mais est c'est vrai content. que le côté animé, pas très utilisé. Et c'est Je suis désolé de mettre ça sur la table, mais c'est quoi un zoomer? Un zoomer? Je ne suis pas au courant de ça. C'est la génération Z, tu sais, c'est les gamins des années ça. 2000, globalement. Boomer, zoomer. Toi, t'es de 1999, donc Non, je suis génération Z. Hein. Toi, t'es zoomer, de fait. toi, t'es zoomer. Et Toi, t'es voilà. zoomer. Bah, heureux de l'apprendre. Bah voilà, bah tu es bienvenu dans mon Je ne sais pas du pourquoi. zoom. Je ne sais pas pourquoi les gens aiment autant catégoriser. J'ai ma cousine au collège qui catégorise même les 2000, les 2010 dans des Évidemment. catégories Ouais, totalement ouais, ouais. différentes en disant qu'ils ne se comportent pas pareil. Aujourd'hui, il y a les 2020 qui sont nés et qui vont bientôt être en âge de parler. Il faut quand même le savoir. Ouais. Comment seront cette génération 2020? Écoute, j'ai pas l'impression qu'il y ait On leur souhaite le meilleur, en tout différence cas. entre Micode Zoomer et Ken Bogard Boomer. Mais bon, quoique je suis pas vraiment boomer. Parce que pour être boomer, il faut quand même être né plus dans les années 50-60. C'est plutôt ça un boomer. hein. Apparemment, non, 80-90, c'est boomer, Skip. Mais n'importe quoi. Non, mais alors ça, c'est la redéfinition. Non, Voilà. Et c'est bon, général- le boomer, c'est la génération Y. qui vient du baby boom. Le baby boom, Ouais. c'est la reprise Ouais, de mais bon, croissance et il y de aura du natalité sens, de toute façon. après la guerre. Arrêtez de dire que quand on est dans les années 80, Mais on est un cette boomer. guerre- Le dis pas à moi, le dis pas à moi, dis-le La aux gens. génération de nos parents, c'est les X. Cette guerre est perdue. Voilà. Tu serais perdu, voilà. Je dis ça. Pourquoi on dit zoomer? Parce que eux sont nés avec Internet. On en Ouais, parlera. alors, on Voilà. dit. J'aime Non. pas ces termes. en Non, plus, on dit c'est pas ça pour ça. chum. C'est parce que du coup, c'est les générations X, Y, Z. On a les baby boomers, X, nos parents, Y, nous, Z, la génération d'après. Et donc, en fait, vu qu'on parlait des boomers, c'était marrant de dire les zoomers. Mais vous Voilà, êtes c'est un conscient terme qu'il y a- d'internet. Vous êtes mais quand même chum, conscient quand même, qu'il n'y a plus de lettres dans l'alphabet après Z, Ouais. donc on va Ouais. les appeler comment la génération alpha? Ouais, exactement. je crois que c'est alpha, non? Alpha, bêta, Je sais alpha. plus. Non mais arrêtez, mais on en Je est sais où plus là? comment elle s'appelle. Au la secours génération. La génération d'après, je sais plus comment elle s'appelle. Appelons-les le Magical Dorémy. Gris-gris bâton magique. C'est C'est génération alpha. génération alpha. Attends, j'ai Ah, fait. tu vois, je le savais. Terrible. Il est dégoûté. J'avais l'info. Chum, ça reste toujours chum. Génération alpha. Il n'y a que lui qui est content. Ouais, c'est stylé alpha,
pas. Non, c'est chum. Nous, on est la génération des millennials. Ça donnera, Fais chier. les alpheurs. C'est nul. Bah non, les alphas, mec, y a pas. T'imagines Les un peu alphas Les alphas, mais genre, c'est la tête de la meute. Écoutez. Tête de la meute. Les mecs, Salut mon pote. Ils diront- Alpha comme moi. ils diront Let's TikTok, go. mon gars, mais t'es un connard. Désolé Mycon pour tout ça, bien entendu. Mais merci en tout cas sur toutes ces précisations sur le WebM et les gifs. Au moins, on est On allait loin, moins quand même, hein. con Génération qu'avec texto. cette génération alpha là, quand même assez terrible. Ouais, j'y peux rien, moi. Allez, je vous passe quelques brèves. Sachez que Suicide Squad, le prochain Ah oui. jeu de l'équipe derrière les Rocksteady. voilà, Batman, Rocksteady, est repoussé à 2023. Oh là là, incroyable, Oh là un là. jeu repoussé en Je pourrais mettre un 2023. peu plus d'enthousiasme. J'ai- Oh là là, ouf, Franchement, un jour c'est- repoussé. moi le jeu il annonce pas de date ferme et précise. Pour moi c'est un jeu qui est de base repoussé car aujourd'hui tous les effets d'annonce dans le domaine du jeu vidéo Ouais. sont des effets d'annonce en décalage. On te dit que le jeu va sortir là pour que tu te hype et que tu lances des précommandes. Le jeu ne sort jamais à la date annoncée, à l'année annoncée, ou alors c'est très Je veux rare. dire que Hogwarts Legacy, Holidays Je veux 2022. dire que on est d'accord que à part en période de Covid, le cinéma ne fait pas ça. Le cinéma ne fait pas ça. Le cinéma, quand ils annoncent une date de sortie, le film il sort en salle. Ah bah non, avec le Covid. Avec le Covid, oui. À part avec le Covid, désolé, c'est vrai que le Covid a repoussé quelques films, on est d'accord. Parce que James, Covid, c'est ça. James Bond, Tenet, c'était Morbius qui avait été Oui, repoussé. bien sûr. Est-ce que c'était pour le Covid C'est pour ça que Oui. j'ai mis la garde, j'ai appuyé sur le bouton, là, c'est quoi ton bouton là dans Smash, la gâchette de la garde R. Voilà, R, pour mettre la garde, bouclier. Voyez comment il est méprisant. mais sinon c'est là. En tech, quand les produits sont annoncés, les produits Il est sortent. énervé là. Énervé, là. Ben ouais, je Date de dirais. sortie. Enfin, en tout cas sur les grosses, les gros constructeurs, etc. Et j'ai l'impression qu'ils sont plutôt fiables, quoi. Quand Apple il dit que ça sort en novembre, ça sort en novembre. Il y a pas de. Ils sont moins fiables sur la disponibilité du produit en grande quantité. Certes. Voilà. Mais en ce moment, il y a aussi des grosses Oui, galères bah, de oui, bah pareil, Covid. fournisseurs et tout. Donc, Ouais. Mais c'est quelque chose qui est plutôt anticipé. Et s'il y a des galères, bah, les produits sortent plus tard, mais c'est déjà prévu. Ils sont annoncés comme sortant plus tard. Ou sinon, ils sont annoncés Après, comme sortant en peu de quantité. J'ai l'impression quand même qu'il y a beaucoup de jeux reportés dans la même période, tu vois. On est sur 2 ans, 3 ans un peu complexes. Il y a beaucoup de jeux qui ont été reportés pendant cette période-là. Est-ce qu'il y avait autant de jeux reportés avant? Je suis pas certain, si. Si Beaucoup est-ce que vous voyez pas, j'ai une Je suis un boomer. vous qui suivez Ouais. l'écosystème, est-ce que vous, justement, là-dessus, vous Non, voyez semblant. un changement de tendance, notamment après l'affaire Cyberpunk? Est-ce qu'il y a eu une sorte d'escalade d'aller chercher à faire du teasing de plus en plus fort, en avance, etc. Un truc haletant, et en voyant le fiasco, les gens se sont dit... Il y a une Moi, j'ai tendance- l'impression Ouais. que ça continue quand même. Ok. il y a une Parce qu'en fait, tendance quand même. hein. Cyberpunk n'a pas si mal marché que ça. Ouais. Et la sur-hype fonctionne toujours autant. Ouais. Ouais. Par contre, il y a une tendance, c'est vrai que maintenant, à chaque report ou chaque problème, etc., les éditeurs, tout ça, essayent de débunker le truc en s'excusant immédiatement. Là, on n'a jamais eu autant d'excuses aussi vite pour certains jeux, certains bugs, quoi. Oui, pardon. Il y a plus le côté un peu arrogant, parce que Cyberpunk, ce qu'on avait reproché, c'est quand il y avait des problèmes avec le jeu, c'était avant de s'excuser, il y avait une certaine forme d'arrogance dans la manière de communiquer. Là, tu sens vraiment que maintenant, on n'a plus droit à l'erreur. Il y a cette jurisprudence Cyberpunk, on fait de la merde, on le dit, on l'assume. Enfin, on l'assume. Compris. Mais voilà, on l'assume. Et on fait un petit communiqué histoire de dire, oups, on est au courant, on va rectifier ça. Inch'Allah. Je sais. Bon, après, le chat me fait remarquer à juste titre que c'est vrai que quand un film sort, il est exempt de bugs, tu vois, mis à part quelques films comme... Juste qu'il est bon ou il est mauvais, quoi. Ah, oui, c'est ça, mais bon... Qu'un faux raccord, gros c'est bug. C'est ça, je citais Sonic, la première version de Sonic. C'était un oui. film un peu buggé Ah et ouais. qui a dû être, tu vois, Voilà. repatché derrière. ce qui a fait chier un peu tout le monde. C'était pour le bien de la compagnie. Hein. On peut citer Justice League, le premier aussi, qui est un film sorti un peu buggé, qui a dû avoir... Ça, c'est de la faute de Warner. Ça. Voilà, qui a dû avoir une C'est relecture. pas le mec qui était à la caméra qui est responsable de ce couac, par contre. Exactement. Cette histoire. Dans le jeu vidéo, il y a beaucoup de choses à tester. Mais ce que je fais comme remarque, c'est que dans le milieu de la tech aussi, il y a des logiciels qui sont impliqués, des trucs qui sont aussi buggés et qui nécessitent des patchs. Ouais. Mais généralement, quand Windows annonce une nouvelle version, la nouvelle version sort le jour à laquelle cette dernière est annoncée. Bien, Ouais. normalement, il n'était pas censé y avoir de nouvelles versions de Windows, mais ça, c'est une autre question. Donc voilà, c'est repoussé. Des nouvelles de Stalker 2, puisque le Oui. développement va bientôt reprendre. Voilà, si vous attendiez évidemment Stalker 2, les développeurs ont annoncé que ça y est, ils sont Pareil en train au de 3. relancer la machine et on va relancer le jeu. Pareil, E3. Voilà. On avait
Vers le 3. Ouais. Oui. Tant mieux. Stalker 2 très attendu des fans de Stalker, il y en a une chier. Voilà, et c'était la claque, pour moi, l'une des claques graphiques de l'E3, c'était Stalker 2. C'était exceptionnel, vraiment une ambiance de fou furieux. Moi, j'ai trop hâte que ce jeu sorte, vraiment. Donc, full force au studio qui est au des bonnes fond, surprises de l'E3, en vrai, Stalker 2. Ouais. On termine ce feed de news avec le rétropédalage d'Instagram. 6 ans après, Instagram réintroduit le système de flux et de comptes favoris. Incroyable. Vous allez enfin pouvoir soit regarder juste la totalité des flux que vous n'avez pas regardé dans l'ordre ou sélectionner parmi 50 comptes favoris ce que vous voulez voir. Je vous rassure, vous aurez toujours de la pub au milieu de vos posts Instagram, mais c'est tout de même, on va dire, un peu une bouffée d'air frais, parce que si vous êtes utilisateur d'Instagram, je ne sais pas si c'est ton cas, Micode, mais la plupart du temps, les premiers trucs que tu vois, c'est pas forcément les trucs que tu as envie de voir, et ça casse un peu les pieds. Ou alors, c'est exactement ce que l'algorithme a déterminé que tu avais envie de voir, ce qui va fonctionner dans une logique relativement court-termiste, où effectivement le but est de maximiser la dose de dopamine que tu vas choper, quoi. Mais où collectivement, j'ai l'impression qu'on est de plus en plus en train de se rendre compte que ça a des effets néfastes sur la longue durée, notamment la création de bulles autour de nous, où on voit les mêmes choses et on se met à avoir l'impression que tout le monde pense comme nous tout le temps. Et donc ça fait plaisir de voir que un changement côté utilisateur que moi je présuppose, mais que Instagram a dû voir, puisque s'ils décident de faire un rétropédalage comme ça, c'est qu'ils doivent se dire que même pour eux, c'est pas des enfants de cœur, Instagram. Ouais. Ça veut dire qu'ils ont fait le calcul, ils se sont dit, bon, visiblement, ça avait quand même des vertus aussi, l'aspect plus, entre guillemets, simple du fil d'actualité chronologique. Donc voilà, je sais pas si c'est un peu de réalisme ou de... Je veux pas dire que je veux pas encenser Instagram et leur jeter des fleurs non plus, mais franchement, je pense que c'est positif. C'est quand même incroyable, hein, parce que déjà, il y a 6 ans, ils avaient déjà cette analyse de données pour se dire, OK, bon, avec les données que l'on a, étant donné l'algorithme qu'on met en place, ça serait mieux de shuffle en fait leur fil d'actualité, parce qu'il y aura peut-être plus, ils scrolleront plus longtemps, ils verront plus de pubs, donc ils seront plus impliqués. 6 ans plus tard, on réanalyse les données et on se rend compte que sur le long terme, finalement, c'est pas top, parce que les gens en ont un peu marre de voir tout le temps les mêmes choses. Est-ce qu'il n'y a pas un moyen, quand tu analyses les données, d'anticiper peut-être un tout petit peu la vision long-termiste du truc? Ou alors est-ce qu'on va continuer de changer? C'est-à-dire que dans 6 ans, ils se rendront compte que les gens en ont marre, ils reviendront à l'ancien système. C'est compliqué. On va jouer un balancier. Compliqué, surtout qu'en fait, si tu te mets aussi dans leur position, c'est pas si simple comme question, parce que si tu prends YouTube, par exemple, les suggestions dans YouTube, la façon dont les gens ont consomment YouTube a complètement changé. C'est-à-dire qu'à une époque, tu avais tes quelques abonnements, tu regardais les gens auxquels tu étais abonné, c'était fini. Maintenant, plus personne. J'avoue. Moi, je vous dis, on a les stats et tout. Ça a complètement changé la façon de consommer. Maintenant, c'est entièrement la page d'accueil, en réalité, et les suggestions sur le côté. Et en fait, l'onglet des abonnements n'a quasiment plus aucun impact sur et c'est là où je me sens. Tu peux découvrir des comptes avec la page de la page. C'est là où je me sens boomer, parce que étant sur YouTube depuis 2008, tous les matins, j'ouvre ma page abonnement et je scrolle mon fil d'abonnement dans l'ordre. 10% de gens. Mais je le fais aussi, moi. Je le fais aussi. Mais tu vois, genre là, ce qui se passe, c'est drôle parce que ça va quasiment à l'encontre de ce que TikTok fait. Aujourd'hui, Instagram, ils importent énormément de features et ils copient. Ils copient énormément TikTok sur la façon de consommer, le snack content, donc ces fameux Instagram Reels ou ce qui est ni plus moins que le format TikTok. Tu vas sur TikTok, c'est plutôt très centré sur ce que tu aimes toi. Tu vois, l'algo TikTok, il est féroce mais imbattable là-dessus. C'est qu'en 2-3 scrolls, il a cerné ce que tu veux, comment, pourquoi et quand. Et il est pas rare d'ailleurs de retomber sur les mêmes choses. Et là, Instagram, du coup, part à l'opposé, parce qu'ils disent non, on va pas vraiment aller là-dessus, on va plutôt aller sur un fil chronologique où tu as des chances de voir ce que tu ne peux pas forcément voir. À mon avis, là où c'est malin, c'est aussi que ça leur permet de faire un bel effet d'annonce, mais qui, à mon avis, alors il faudra que je vérifie, mais je pense que c'est cantonné au fil de photos. Et en fait, sur les stories et sur les réels, évidemment. Ah non, les Reels, ça reste voilà, et même les stories qui est une fonctionnalité bien plus utilisée en réalité que le scroll de photos. Ah ouais, de fou. Donc
Je pense qu'en fait, ils perdent pas grand-chose à Mais- passer les posts en chronologique et qu'ils vont garder les algorithmes de recommandation. Ce serait une catastrophe pour la façon dont est consommé Instagram et fonctionne la plateforme Ouais, ouais. s'ils l'enlevaient partout. Bah, La reco fonctionne, ça Ouais. fonctionne quand même très très bien. Je dois bien avouer qu'il me suffit de prendre une photo d'une cafetière pour avoir toutes les cafetières de la Terre Et oui. dans mes Et- pubs. Hein. Alors du coup, il y a des reverse engineers du coup, donc vous savez, tu le sais, hein, Micode, et du coup, c'est le fait que des mecs mettent les mains dans le code et trouvent des bouts de code qui disent ah bah tiens, ça a priori c'est des features qui sont testées, bref. Et il y a beaucoup de reverse engineers sur Instagram parce que vraiment il y a des features toutes les semaines qui sont découvertes. Et a priori, on tend vers un feed Instagram à la TikTok. C'est-à-dire où vous avez juste à swiper comme ça, voilà, vous visualisez TikTok, vous aurez du coup Story, Reels et Posts. Donc c'est a priori l'une des directions dans lesquelles irait Instagram. Mais du coup, si on fait un changement d'algo dans ce sens-là, c'est bizarre, tu vois. Du coup, on va avoir deux applications concurrentes, TikTok, Instagram, qui fondamentalement vont fonctionner de la même manière, mais avec deux façons de montrer les contenus radicalement opposés. Je sais pas si c'est une bonne chose pour Instagram. Ils ont une certaine patte dans la manière de naviguer dans l'application. De là, avoir des Reels comme TikTok, c'est une chose. De là, à naviguer dans Instagram comme TikTok, c'est... Enfin, je sais pas. Tu navigues sur TikTok pour ça, en fait. C'est le principe de... Ouais. Voilà. Instagram, t'as pas historiquement connu ça et je pense pas que ça déteste, marchera. j'ai beaucoup de mal. Alors, je sais pas si l'algorithme de TikTok me fume ou quoi, mais dans TikTok, j'ai beaucoup de mal à avoir des trucs qui ne sont autre chose que ce que j'appelle du vidéo gag vidéo, Ouais. tu vois. Et avoir des informations intéressantes sur TikTok, je n'arrive pas à en avoir, tu vois. Alors qu'elle existe. Oui, elles sont Mais disponibles. elle existe, hein. Je dis pas qu'elle n'existe pas. Elle existe, hein. Tu vois, Hugo Décrypte nous disait qu'il était sur TikTok. Je sais pas si Ouais. t'es sur TikTok toi aussi. Oui, Micode, aussi, mais oui. pour l'info, tu vois. Donc, elle existe, mais jamais elle apparaît. Jamais elle apparaît dans ma tronche. Et j'ai toujours des vidéos de chats qui se cassent la gueule et Bah, t'es pas intéressé. des mecs qui bougent leur boutique, tu vois. Tu mets pas intéressé. Oui, mais alors, moi, ce que je trouve un peu fourbe, c'est que, justement, c'est en termes d'approche, justement, de comment est-ce que tu accèdes au contenu. TikTok, le truc fondamental, c'est de dire, nous, on optimise pour ce que tu veux voir. Mais pas pour ce que tu veux voir intrinsèquement sur la longue durée, pour ce que tu veux voir en tant qu'animal maintenant. C'est ça. C'est on optimise tes durées de watch time et ta capacité à swipe. Et donc, en fait, effectivement, je comprends totalement ce que tu veux dire, et à mon avis, c'est assez généralisé, c'est que n'importe qui utilise TikTok sans faire un effort particulier tend irrémédiablement à du contenu qui est Poubelle. plutôt poubelle, plutôt qui Ouais, va jouer voilà, sur c'est tes instincts Très primaires, ouais. primaires. Et alors que, potentiellement, au fond, tu aimerais avoir du Au contenu. fond de moi. Au fond de toi. Au fond de moi. Peut-être que tu aimerais avoir bah, du contenu intéressant. Il n'y a qu'à voir mes abonnements YouTube, qui sont des chaînes de vulgarisation scientifique, des chaînes d'information, des chaînes de jeux de combat. T'es pas abonné à ma suis- chaîne. Hein? T'es pas abonné à ma chaîne. Comment ça? Et chaîne YouTube. Oh, Ah bon? Oula, Non. oula, le C'est vrai. drama. Je suis abonné à ton Instagram? Je crois, oui. Bon, bah alors, qu'est-ce que tu me... Je suis abonné Ah, à ton tu vois Facebook et mes, à tu vois mes- Instagram, ouais. tu vois mes Ah trucs oui? Ouais, je vois tes trucs aussi. Oui, mes trucs. Ouais, moi, tes C'est bien. C'est intéressant. C'est cool, c'est pas mal. Abonnez-vous. Abonnez-vous, bien entendu. Oh, cette Abonnez-vous. promo déguisée, mon Dieu. Notre invité du jour n'est autre que Micode, 22 ans. Il a débuté YouTube en 2017, passionné de tech, d'informatique, de cybersécurité. Il est connu pour des enquêtes, notamment l'infiltration d'un réseau d'arnaqueurs ou encore le support informatique à l'île Maurice. C'est vrai que tu as fait pas mal de vidéos aussi comme ça. La chaîne est reconnue même par le ministère français de la Culture, ce qui régale. Et oui, il faut le savoir. Tu as travaillé sur France TV Éducation notamment. Aujourd'hui, tu as créé Frame 55 avec Hugo Décrypte. 3 chaînes YouTube quand même pour les formats longs, les formats courts. À la fois la chaîne Micode et la chaîne Underscore pour les replays justement de l'émission Twitch Underscore du Ménon qui traite de technologie, d'entrepreneuriat, de hacking, de développement et d'intelligence artificielle. Merci d'être avec nous, Micode. On va rentrer dans l'interview pour apprendre à te connaître, à savoir d'où tu viens et qu'est-ce que tu fais
aujourd'hui en termes d'activité. C'est Nanix, moi-même et TPK qui mèneront l'interview. Et nous allons commencer par Nanix. Oui, Micode, ça va. Ça va. Bonjour. Bonjour. Enchanté. Bonjour. Frère, on se découvre. Ravi d'être là. Ton activité tourne autour de la tech, Micode, l'informatique, la cybersécurité, c'est ce que tu mets en avant sur ta chaîne, c'est l'ADN de ta chaîne. Depuis quand ces sujets-là te passionnent ? Et pourquoi ? Puis, c'est ce que c'est marrant, on en parlait un peu tout à l'heure justement. Et en fait, c'est ce que je disais, c'est que paradoxalement, je suis tombé dedans, entre guillemets, assez tard. Par rapport à. Moi, j'ai discuté à pas mal d'autres personnes qui avaient des parents qui baignaient dedans, ou le père informaticien dans les années 80, où c'était les premiers à avoir Internet. T'as pris vers quel âge en gros ? Moi, c'était assez tard, c'était quand j'étais en 3e. D'accord. Et alors, pour l'anecdote que je raconte, c'est que la première fois où j'ai touché un appareil électronique, je faisais un peu de jeux vidéo et tout, mais avec une approche plutôt de bidouille et de commencer à toucher au code et tout, c'était sur une calculatrice. Mais bien sûr, les mais bien Casio. sûr. Les Casio, là, on Casio, pouvait alors. écrire des messages et tout. les Casio. Les Japonais. Les boss. Et Ils ont donc, sauvé mon bac. Même craquer et mettre des jeux dessus, je crois. mais c'était la première fois effectivement où je découvre que en fait il y a une langue bizarre que certaines personnes parlent, et quand tu sais la parler, et ben tu peux créer des petits jeux et autres trucs marrants. Et voilà, donc je découvre ça dans ma calculatrice avec mon beau-frère qui m'explique comment faire. Le premier petit jeu que je fais, je crois, c'est juste un petit avion. Ouais. Et j'apprends à le déplacer de gauche à droite, en haut, en bas, comme ça. C'est tout. Un jeu original alors. Oui, c'est T'as pas recopié du code. Non, bah. Parce que moi, le premier jeu que j'ai fait, c'est Super Mario Land, tu vois, donc j'ai recopié le code du jeu, ce qui est Mario Land. probablement encore plus instructif. Mais là, c'était vraiment 10 lignes et c'était juste le principe de base d'avoir un trackpad au bas gauche-droite. C'est tout. Vraiment, il n'y avait rien d'autre. Bref, et donc, c'est le premier moment, on va dire, où effectivement, je mets un petit pied dedans et je me dis. Et je rentre dans la boucle que beaucoup de gens qui bossent dans l'info connaissent, qui est celle de la gratification assez rapide et de l'aspect créatif que beaucoup de gens ne soupçonnent pas dans le dev, mais qui est qu'il y a beaucoup d'autres domaines où tu fais quelque chose et pour voir le résultat, c'est compliqué, il faut attendre, ça prend du temps. Ouais. Alors que quand tu fais du dev, tu vois instantanément, tu codes ton programme, tu appuies sur play, tu vois ce qui se passe. Tu vois tout évoluer. Tu corriges, etc. Et donc, tu es continuellement dans une boucle d'auto-satisfaction qui est que tu progresses, tu corriges ton programme, tu augmentes les capacités de ton jeu vidéo, tu vois. Et donc c'est addictif. En fait, honnêtement, c'est addictif. On dirait pas, mais c'est un peu comme du jeu vidéo, en fait. Je comprends totalement le... Incroyable origin story est partie d'une calculatrice et d'un jeu d'avion. C'est l'histoire. Voilà. C'est ça. Incroyable. Voilà. Et donc, je suis subjugué. C'est ça. Ensuite, pendant mes cours de maths, je fais pas mal de calculettes à la place de suivre des cours de maths. Voilà. Ah, bravo. Bravo. Non, mais je peux te dire. Cette personne est professeur de mathématiques. Merde. Je peux dire qu'il te regarde avec des yeux. Il te juge. Le programme. Écoute-moi bien, le programme de maths de seconde, je ne sais pas ce qui s'y passe. Je n'ai aucune idée des sujets traités, puisque moi, à ce moment-là, je suis en train d'apprendre à coder 2048 ou à faire un Texas Hold'em avec des lignes de basique. Et donc, c'était vachement plus intéressant. Je suis désolé. On apprend les bases de la vectorisation et du coup, le début des espaces vectoriels sans en parler réellement en seconde avec le produit scalaire. C'est le produit scalaire. Mais tu te souviens, toi, du produit scalaire ? Non, j'ai envie d'oublier. Produit scalaire. Ça m'aurait peut-être permis d'être un meilleur développeur si j'avais suivi. Produit scalaire, on dirait. Tu te mets sur en les vrai, cheveux. je suis pas sûr. Parce que tu vois, la vecto, c'est pas mal. Oui. Tu vois, j'ai fait 8 ans de mathématiques après le bac et je déteste la programmation. Justement, alors pour exactement les mêmes raisons que toi tu l'aimes, c'est qu'en fait c'est trop concret et ça me casse les pieds. T'aimes bien enfumer les gens ? J'aime les mathématiques de l'infini. J'aime les mathématiques de l'abstrait, des choses qui ne peuvent pas être représentées informatiquement. Les choses justement qui font que l'être humain sont si exceptionnels et que la machine ne peut pas remplacer. Oui, le jour où on t'annonce que I au carré égale -1, moi j'avais envie de tout péter. Il n'y a rien à péter. J'ai envie de tout péter. I au carré égale -1, quel est l'abruti qui a dit ça ? Il n'y a pas d'abruti qui a dit ça. Nous créons un nouvel univers. Mais oui, alors moi aussi je fais ça. Et cafetière égale Giscard d'Estaing. Parfait. Mais ça, c'est faire des mathématiques. À partir de maintenant, c'est exactement ça. Cafetière au carré égale Giscard d'Estaing. De regarder le monde avec des œillères et de se dire que avec des œillères. À côté des œillères,
il y a un autre monde qui peut nous ouvrir des réponses Sauf que sur ce que pendant nous 8 voyons. ans, quand on te casse la gueule en DS de maths parce qu'on dit mais espèce d'enfoiré, un nombre carré est forcément positif et que du jour au lendemain on fait attention, Un réel, nouvelle règle, et là t'es un en mode réel au carré, bien sûr, enculé. tout est relatif. Oui, c'est vrai. N'as-tu jamais écouté ce qu'Albert Einstein a dit? Tout est relatif. C'est à des, l'endroit c'est des implications laquelle- dans le monde réel d'ailleurs. Mais bien sûr, les dans l'imaginaire, des avancées extraordinaires dans plein de domaines. Bien entendu. C'est de la merde. Vous me direz car notre invité n'est pas TPK. Je poursuis, Micole. Donc, du coup, tu t'intéresses à toutes ces disciplines, on va dire ça comme ça, ces thèmes, ces notions, en partant d'une calculatrice, ça me fume. Tu lances ta chaîne en 2017, t'as quel âge à ce moment-là? 16, 17 17 ans. 17 ans. Ouais. Très bien, je t'ai pas surpris, j'ai mis 16, 17. Quel escroc. Elle prend ses premières heures, j'ai bien bossé. Hein. Et en un an, tu cumules 14,8, j'ai le chiffre, millions de vues. D'accord. Comment. Ah, tu savais pas? Non, mais je suis heureux de l'apprendre. Scandaleux. Comment on vit cette bascule à ce moment-là, quand tu vois que ta chaîne marche, prend d'un coup en un an, qu'il y a de l'intérêt, il y a des gens qui te suivent, etc. Comment tu vis cette bascule et surtout comment tu l'expliques un peu à tes parents? Parce que finalement, tu fais de la vidéo, leur expliquer voilà, ce que je fais, ça marche, ça a pris une ampleur, il y a peut-être un truc à faire. 17 ans youtubeur, ça marche? On explique comment ça, c'est pas vrai. Non, mais honnêtement, c'était spécial, c'était pas si évident. Surtout que moi, j'étais dans une famille où plutôt les gens faisaient des études longues, quoi. Et je pense que j'ai eu la chance, j'ai profité du fait que je suis le dernier de ma fratrie. Et donc, que c'est le moment où les parents ils lèvent un peu le pied, ils ont fait le taf pour à peu près tout le monde. Et donc là, ils ont dit bon, si toi, tu vas pas au bout de tes études et tout, c'est pas grave, on s'en remettra, tu vois. Non, et plus sérieusement, c'est le moment où ça s'est produit, j'étais encore étudiant en fait. Donc j'étais à l'université et ce que je comptais aller après en ingé et tout. Et donc j'ai eu un choix compliqué à faire vraiment, qui n'était pas évident, qui était de dire ok, là j'ai lancé mes vidéos, je vois que c'est en train de prendre. Est-ce que je all-in dessus? Ouais. J'arrête mes études, etc. Bon, c'est un moment où je sais pas rien faire. J'ai quand même de bonnes bases en dev et tout, mais c'est quand même risqué. Moi, je le conçois comme risqué. Ou alors tu save strat? Ou alors est-ce que voilà, je save strat et je fais la voie normale pour éventuellement, d'ailleurs, revenir plus tard. Mais je l'ai senti qu'il y avait un côté genre un coche à ne pas rater, quoi. Ouais. Parce que Et tes parents, ils ont. Internet, c'est Ils t'ont influencé un peu sur ton show ou pas, du coup? pas trop, non. Ok. Non, vraiment. Non. C'est-à-dire que j'étais un peu malin dans la façon de le présenter. Je leur ai pas dit j'arrête tout, je fous tout en l'air. Fallait T'as pas fait un TPE que t'as présenté à tes parents? Alors, la façon dont je l'ai présenté, ce qui était honnêtement pas si éloigné de la réalité, c'est que je faisais une année sabbatique. Ah! Voilà. Écoute, ça, La strat. ça commence bien. Et oui, année sabbatique où je tente l'aventure. On fait un bilan à la fin de est-ce que l'activité fonctionne, est-ce qu'il y a un business model qui existe. Mais c'est con, mais c'est des trucs importants si tu comptes vivre de ce que tu vas faire. Et donc je leur dis ça, on attend un an et tout. Évidemment, depuis, je me suis jamais retourné puisque ça a fonctionné, quoi. D'accord. Et ils m'ont jamais reposé la question parce qu'ils ont bien vu à un moment que ça m'a permis de prendre mon indépendance et tout. Donc, T'as senti de la confiance, un peu de scepticisme quand t'as dit année sabbatique, on voit, on en discute dans un an en mode. Justement, je me suis un peu protégé de ça, Ok, tu vois, en d'accord. disant c'est pas une décision radicale. Dans Ok. tous les cas, honnêtement, c'est un projet. Dans tous les cas, c'est un projet de création et tout. Derrière, dans un an, je pourrais le valoriser auprès d'une école d'ingé si je veux revenir. Exactement. Ouais. Donc en fait, le risque était, en faisant le calcul, sur le bon, moment où tu regardes le truc, tu dis, Tu dis, oh, c'est- putain, je suis en train ouais. de faire une connerie. Ouais. Quand tu fais vraiment le calcul du risque et tout, à une époque où justement c'est hyper valorisé, justement d'avoir des projets personnels, Carrément. d'être Ouais. autonome dans voilà, le lancement de projets, le fait d'avoir des activités en dehors de juste sa simple scolarité et tout, je me suis dit, oh, ouais, je prends pas de risque quand on calcule. C'est vrai. Le risque était quand même C'est vrai très bas. Hein. C'est facile à dire après coup. Hein. Exactement, puisque en créant ton activité, en essayant de développer ton activité, tu acquis aussi une expérience incroyable et du savoir, des connaissances qui ne sont peut-être pas des connaissances apprises à l'école, mais qui ont une vraie valeur. Et souvenez-vous-en aussi, vous, juste ici, je ne dis pas à tout le monde d'abandonner ses études, bien Non, entendu, mais non, non. que c'est vrai, On va tenter pas faire ça. des expériences d'une année pour aller peut-être ouvrir ses horizons, visiter la Chine, comme TPK par exemple, ou Ouais. encore apprendre d'autres langues. Ce sont des expériences qui vous serviront dans la vie plus tard. Bien sûr, vous pouvez... En parallèle des cours aussi. Hein. Oui, Suivant ce qu'on fait, bon, si on est en prépa, c'est compliqué, mais moi je me souviens de l'université, j'ai fait ma chaîne en même temps que l'université. ouais. On peut pas dire que c'est injouable parce que vraiment,
Parfois, il y a certains cursus qui Je sont... fais pareil, c'est complètement, léger. Voilà. Très léger. complètement jouable. J'ai fait, oui. La dernière chaîne YouTube, vraiment, je l'ai faite quand j'étais en master. J'en ai chié. Oui, voilà. C'était master en alternance, donc t'avais déjà 2 vies, et là t'en rajoutes Il y a une un petit troisième. mémoire à préparer à Là, la c'est fin, mais ça se fait. Voilà, tu le rédiges en une semaine pendant Et les un truc vacances aussi juste avant de soutenir. Il y a un truc aussi de plus t'es jeune, plus c'est simple. C'est-à-dire que chaque année qui passe rend plus complexe le fait d'aller tenter des trucs. Ah oui, la responsabilité. Chaque année qui passe te rend de plus en plus responsable. C'est-à-dire qu'il y a potentiellement, je sais pas moi, c'est pas quand t'auras 30 ans et peut-être un enfant ou un truc comme ça, que tu vas te mettre à tenter des trucs de fou, quoi. Oh. Alors tu peux. Non, mais tu peux y arriver quand même. Si peut-être t'as mis un peu de côté. C'est très dur. Voilà, c'est clair. C'est très dur. C'est très dur. Et donc, non, mais il y a un vrai truc de profiter du moment où les conséquences, au pire, tu rentres chez les parents. Voilà. Exactement, ça c'est sûr. Si tu as la chance aussi d'avoir une Des parents, on est sécurité, d'accord. Évidemment. évidemment, juste derrière, Ça va de avec soi. des parents qui peuvent assurer tout ça. Ça va de soi. C'est bien entendu que tout le monde n'a malheureusement pas la chance d'avoir ce genre d'encadrement et ce De genre filet. de structure, mais il n'empêche que tout est bon à prendre et tout a une véritable valeur. Ta chaîne YouTube a réellement explosé en 2020 quand les gens t'ont découvert via l'enquête sur l'infiltration du réseau d'arnaqueurs. Je dois bien avouer avoir C'est vrai. regardé du coup une partie de cette enquête et tu avais... Attends, mais t'avais quoi T'avais 20 ans Ouais, Non ouais, 19. Et t'es parti à l'étranger essayer d'infiltrer un réseau d'arnaqueurs en IRL. Même encore aujourd'hui, quand je regarde la vidéo, je la trouve complètement surréaliste, Ouais. dangereuse aussi. Tu peux nous raconter l'histoire de cette vidéo? Il y a honnêtement pas que des. Comment dire? Il faut pas voir le truc en mode seulement bon concept. Il y a aussi honnêtement moi des trucs que j'en ai tirés de type c'était à certains égards une grosse connerie. Hein. Ouais. Sur la façon d'organiser le truc, le fait d'avoir des plans B à certaines situations, de prévenir des autorités locales, tu vois, avant de faire des trucs, ou au moins côté l'ambassade ou des choses comme ça. T'allais sans autorisation quelque part. En fait, tu allais un peu freestyle, quoi. Mais là, c'est-à-dire que c'était même pas d'un point de vue journalistique. Tu vois, n'importe quel journaliste Tu fais des d'un demandes et média tout, ouais. ne fonctionnerait pas comme ça. Bien C'est-à-dire que tu peux aller faire de l'enquête, mais tu vas te back-up un peu, quoi. Là, il y avait zéro backup. Vraiment. C'était assez stressant. Voilà. Donc là, je suis avec un arnaqueur, un gars qui appelle, que les gens appellent quand ils ont la fameuse pop-up. Attention, on va t'en un Le virus. film en caché, là, où il sait qu'il est filmé. Ouais, c'est en caché là, complètement. Ah oui, d'accord, vraiment pas de filet, quoi. Non, il n'y a rien vraiment. Et en plus, ce moment-là est un des plus stressants parce que j'ai derrière été sauvé par un abonné qui est venu me chercher. L'histoire est incroyable. Où en fait, j'ai rencontré des abonnés sur place à l'île Maurice. Ouais. Où je me suis dit, je suis sur place, j'ai du temps un peu à perdre, donc on va aller rencontrer du monde, quoi. Et au final, sans le savoir, ça m'a sauvé d'une situation où j'étais effectivement dans la maison perso d'un arnaqueur, quoi. Et où il me tenait la jambe, il me laissait pas partir. Et à un moment, il se rendait compte que tu étais là pour fouiner? Non, heureusement, Ok. mais ça aurait pu être bizarre, tu vois, parce que Ok. moi j'avais emballé mon mytho. Et donc, À la base, tu te présentais comme quelqu'un qui voulait travailler comme un dans... étudiant Ouais. qui est un peu paumé. J'ai joué la carte de Ok. l'étudiant paumé, Ok. en mode je cherche du travail et de l'argent facile. Oh. Est-ce que vous auriez pas, par exemple, des choses à me faire, tu vois? Très naïf. Et ils m'ont dit, mais oui, Non, on a mais- du travail pour toi. ne Mais ça a t'inquiète pas. marché. C'est Ah, ça a ouf. marché, Naïvement, ça a marché. Bien sûr. Je pense qu'ils se sont jamais dit, honnêtement, hein, j'ai aussi bénéficié du fait que j'ai pas une tête de journaliste et que qu'on se dit, on n'est pas méfiant, tu vois, on n'est pas méfiant quand tu vois un étudiant un peu qui a l'air un peu perdu. Tu l'accueilles dans ta boîte, tu lui apprends tout, tu lui montres tout. Donc j'ai bénéficié de ça, ouais, c'est sûr. En mode patron incognito, Bicon incognito. Ouais, ça. mais c'est quand même Fou. ça. C'est fou furieux. Ça faisait partie d'une de tes premières vidéos d'investigation que tu faisais pour la chaîne. Ouais, il y a d'autres vidéos qui étaient un peu sur ce mode d'investigation, mais qui étaient moins poussées, quoi. Mais effectivement, c'était une des premières fois où je me suis rendu compte que, ok, c'est un truc que j'aime bien faire, qu'on aime bien faire dans l'équipe, quoi, qui plaît aux gens, parce que c'était pas forcément évident. Et qu'on sait raconter derrière, parce que aller faire l'enquête, c'est que la première partie du travail, parce que derrière, faut arriver dès que tu fais du contenu, du reportage et tout, t'as tout le jeu d'arriver à le packager, en fait, pour Bien sûr. faire une histoire cohérente. Faut l'éditorialiser. En fait, une enquête, c'est toujours
un peu chiant. C'est pas que c'est chiant, mais c'est que c'est une toile d'araignée immense. Et donc, tu n'as pas du tout un fil rouge cohérent, jamais. Ouais. Faut un angle bien C'est ça. précis. Donc, tout notre job, c'est aussi d'arriver à prendre tous les trucs qu'on a trouvés partout et d'arriver à recréer un fil rouge cohérent et tout en 1, 2, 3 parties, parce qu'on aime bien aussi jouer le côté cliffhanger qui fait que le truc se passe en plusieurs épisodes. Et donc voilà, c'était vachement intéressant. Et c'est à ce moment-là qu'on s'est rendu compte que c'est un truc qui intéresse les gens, qui nous font marrer, et donc il faut qu'on arrive à le creuser. C'était pas évident, parce que honnêtement, c'est des formats qui sont longs, qui coûtent cher, qui, comme tu dis, qui peuvent être dangereux. Ouais, là surtout dans cet exercice-là, mais je suppose qu'aujourd'hui tu referais pas du tout ça de la même façon. Depuis, on a fait d'autres formats que moi je considère comme de l'enquête, mais qui étaient moins où on n'est pas parti en voyage à l'étranger, quoi. Mais à l'avenir, moi je serais chaud d'arriver à reproduire ça de façon plus professionnelle et moins what the fuck que ça. Mais d'habitude, les journalistes, c'est des demandes, c'est des contacts. Des fois, c'est on voit le reportage, on voit un truc qui va durer. Ça dépend si c'est un 26 ou un 52 minutes, mais les mecs, ils ont des autorisations quand ils filment. Les mecs, ça fait 1 an qu'ils sont dessus. Et en plus, quand tu regardes le reportage, il y a peut-être bibou à bout, peut-être 4-6 minutes d'images volées. Le reste des images, ok, les mecs savent très bien, vous êtes là pour montrer ce qu'on va faire. Oui. On va te montrer ça, on va t'ouvrir les portes. Par contre, voilà, tu voles rien et au final, les mecs, obligés de tricher parce que y a des plans. Enfin voilà, les gens s'en rendent pas compte. C'est vrai qu'il y a beaucoup de triche à la télé. Faut vraiment être sur le terrain. Ouais. Quand tu as déjà fait du reportage, on l'a fait il y a super longtemps. Je pense que Lox, qui est pas là avec nous aujourd'hui, on l'a fait aussi. Quand tu es sur le terrain, il y a tellement d'inside. Et tu sais, tu as les autorisations que tu as. Et toi, tu penses plan, angle, machin, parce que tu parlais de fil rouge, tu as déjà aussi en tête ce que tu veux montrer, ce que tu sais déjà, les images que tu vas peut-être pas garder. Tu te dis, mais ça, il me le faut absolument dans le truc. Ou tu essayes toujours un peu de négo. Quand tu vois que c'est non, tu te dis, bah attends, je suis là, j'y retournerai pas peut-être jamais dans ma vie. Voilà quoi, donc t'es obligé. Tu as reçu justement des messages de la profession, enfin de journalistes d'investigation qui t'ont dit écoute, c'est sympa, mais franchement, fais quand même attention à ce que tu fais, c'est dangereux. Évidemment qu'au moment où on sort le truc, on est en mode alors super, vraiment, ça fait plaisir et tout. Bon, la prochaine fois, on fait un peu plus gaffe. Mais honnêtement, au moment, dès que mon avion s'est reposé en France, j'étais en mode bon. On fera un peu plus gaffe. Mais on a eu des super échos en vrai et ça nous a permis de rentrer en contact avec plein de gens de la profession. Ouais. Parce que moi, j'ai pas du tout d'études de journalisme. Oui. Dans notre entourage, l'aspect YouTube, Twitch et tout, on connaît bien. Mais on n'a pas un réseau journalistique dans les médias et tout. Et donc ça nous a permis de rencontrer pas mal de monde du game. Et c'est marrant parce qu'après, 1 an plus tard, 2 ans plus tard, derrière, c'est des gens qu'on invite, nous, dans notre propre émission, dans Underscore, pour aller, par exemple, Martin Huntersinger, qui est un journaliste au Monde qui parle beaucoup de ces sujets-là, qui avait fait une enquête en parallèle de moi, d'ailleurs, sur les fameuses mafias de l'île Maurice. Et on le réinvite régulièrement sur Underscore pour venir nous parler, cyberguerre, des choses comme ça. Donc, c'était ma porte d'entrée aussi sur cette profession. Qui fait que j'ai vraiment pensé que je suis ouf. Il y a des choses qui volent. Et du coup, voilà, qui est la personne qu'on voit à l'écran. Et donc, ça fait trop plaisir. Voilà, c'était ma porte d'entrée là-dedans. Et j'ai pu aussi avoir des conseils, des trucs comme ça pour des éventuelles prochaines fois. Vous travaillez actuellement sur une enquête similaire ou pas ? Il y a des sujets, des pistes en cours. La dernière, du coup, c'est ce dont je parlais, c'est la dernière enquête, entre guillemets, c'est une analyse sur les disques durs qui se baladent sur le Bon Coin, notamment le fait que dedans, il y a des trucs qui ne devraient pas y être, et des gens qui n'effacent pas correctement les données avant de vendre. Et notamment, on pousse le fil parce qu'on est tombé sur Il y a des gens qui récupèrent ces disques durs parce que ça a une valeur ou pour faire chanter ? On ne sait pas, mais c'est pas impossible de se dire que ce soit Le Bon Coin ou que ce soit, pas pour faire chanter je pense, mais que ce soit les décharges d'entreprises, etc. Oui, des informations importantes qui peuvent être valorisées. Thailand.mp4, ouïouïouï. Donc on ne sait pas, on pense que ça peut arriver, mais voilà, on n'a pas de preuves. En tout cas, dans cette vidéo, c'est pour ça qu'on y a passé 3 épisodes, c'est qu'on est tombé sur des choses qui ne devraient pas être sur Le Bon Coin, qui ont fuité d'entreprises justement, et donc voilà, qui remontent assez haut. Donc voilà, c'était le dernier truc en date, et on en a effectivement d'autres
qu'on aimerait traiter, mais on a aujourd'hui aussi d'autres problématiques qui font qu'on a moins de temps pour faire de l'enquête. Ouais. Du fait que moi, je suis passé d'être tout seul à faire ça À plusieurs, ouais. Voilà, on est Bien sûr. une petite dizaine maintenant. Ouais. Et donc, c'est con, mais moi, j'ai pas trop anticipé aussi le temps que ça nécessite de structurer une entreprise, une équipe et tout, et un métier à apprendre, parce que moi, à la base, je suis plus dev que manager, tu vois. Enfin, vraiment, Oui. c'était pas mon métier, quoi. Donc, bref, ça fait qu'à l'heure actuelle, on n'a pas suffisamment de temps, à mes yeux, pour faire de l'enquête. Mais du coup, on cherche à recruter du monde qui aurait des profils comme ça, un peu d'enquêteurs. Genre, honnêtement, job de rêve. Ah ouais. Tu peux... Ah là là Parce que- là là là. Enquête sur des clés USB et tout. Non mais USB les ton plus métier c'est maudites. de faire des enquêtes qui vont derrière être Trop ensuite stylé. sur YouTube. Trop stylé. Donc on cherche ces profils en ce moment. Écoute, TPK en immersion. Moi, ouais. Tout Moi, de tu m'envoies en suite, enquête où tu veux, hein. vous pouvez, Fais des enquêtes de fou. Il passe absolument partout. Nanix, J'ai question déjà- suivante. J'ai déjà fait du reportage. Let's go. Question suivante. Tu as collaboré à la fois pour le magazine Phosphore, Ken l'a très bien dit en début d'introduction de l'interview, pour France Télé et pour le Pôle emploi. C'est vrai ça. Est-ce que tu peux nous raconter un peu les coulisses de ces trois collabs, oui, quelque part, on va dire ça comme ça. Ouais. Et surtout, est-ce que tu peux nous dire laquelle a été la plus intéressante ou la plus incroyable à tes yeux? Franchement, on est sur trois trucs jamais totalement hyper intéressant honnêtement. Ah ouais? Même le Pôle emploi. Honnêtement, tout ce qui se passe sur notre chaîne, sur nos réseaux, etc. Ouais. C'est toujours des projets qui nous font marrer. Après, évidemment qu'on a une entreprise et donc on va aller chercher à faire des collaborations, Ouais. à trouver des financements. C'est plutôt ça qui est à l'initiative, plutôt Ok. que le goût de participer à des projets extérieurs d'institutions. Alors, pour Pôle emploi, j'avoue, il y a un côté un peu marrant de se dire que tu es sur des affiches dans tous les Pôles emploi. C'est quand même marrant. Et on avait eu des plutôt beaux retours sur la série qui a été faite avec eux, Oui. du fait que ça permettait de montrer à tout le monde que dans le numérique, il y a plein de métiers. C'est beaucoup moins caricatural que ce qu'on pourrait penser. Ouais. T'as plein de métiers passionnants. C'est pas que être un développeur derrière son ordi et voir personne. Que les développeurs, en réalité, il y a des métiers qui sont très sociaux et il y a plein d'autres métiers dans le numérique et que ça recrute un max. Donc, voilà, c'était aussi un appel à ça. Donc ça, c'était l'aspect cool. Mhm. Derrière, honnêtement, c'est pas le genre de projet qui est très épanouissant. Phosphore, c'est stylé. Mais je ne connaissais pas du tout le magazine, ouais, j'avoue. Ah d'accord. Mais toi, tu connaissais? Ah oui, un petit peu. Ouais. Ok. Bon, non, mais Un petit peu, ouais. demande. Ouais, il a été rédacteur en chef adjoint. Non, pas du tout. Je me dis, petite pression. Je le vois déprimé là. Ouais, Phosphore, c'est connu. Hein. Ouais, je tombe des nues. Je suis désolé. Passez, Non, ça va pas bien se passer. passez mon Annick. Mais Non, oui, mais il y a des collabs que tu aimerais Ça fait, faire. honnêtement, évidemment que ça fait plaisir quand il y a des demandes d'interview, des trucs comme ça. Donc voilà, on dit oui et puis on le fait. Il y a des collabs que tu aimerais faire qui te trouveraient intéressantes justement, en rapport avec ton activité. Ce serait du coup potentiellement plus avec des créateurs du web, honnêtement, Ok. et avec des émissions web. Pas télé. Pas télé, je sais pas pourquoi, mais pourtant je suis pas du tout du genre à dans la rengaine de la télé c'est les méchants et power internet. Je m'en fous complètement en fait, mais juste je ne sais pas, il y a rien aujourd'hui dans mon écosystème, mes thématiques, l'IT, la cyber, etc. Internet est un peu vide, tu vois. Il y a la télé est un petit peu vide. Comble-la. Les seuls comment? Comble-la. Oui, non, mais tu pourrais te dire, mais je sais pas. Éventuellement, il y a un peu 01net qui est sur plusieurs Oui, plusieurs créneaux. créneaux, effectivement, qui ont des aspects un peu plus médias traditionnels. Mais mis à part ça, tu vois, moi, je vois plus le futur de ce qu'on fait, j'avoue, sur Internet. Aller trouver, tu parlais de collab, je n'ai pas d'idée précise en tête, mais typiquement sur Twitch, on est tout jeune encore. À la base, moi, je viens plutôt du YouTube. Oui. Ça peut énerver certaines personnes d'ailleurs. Donc j'espère que ce qu'on fait sur Twitch, les gens aiment bien. Mais Oh, non, mais tu sais, le côté, il y a un youtubeur qui se ramène sur Twitch. Je les aigris, ça. On va les Ça, ouais, écouter. je pense que- Non, non, le pire, c'est que justement, C'est des aigris, hein. on a eu cette petite frayeur en venant, en se disant est-ce qu'on va pas se faire un peu trash? C'est compréhensible. Et en- Twitch n'appartient à personne sauf à Amazon, sache-le. Parce que s'il y a quelqu'un d'aigri, c'est peut-être eux, parce que tu passes de Google à Amazon. C'est Mais ça. c'est tout. Hein. Et Les au autres, ils final, ont rien en à plus, dire. on a été, je dis ça, mais on a été agréablement surpris parce qu'on a eu un super accueil en arrivant sur la plateforme. On a, du coup, c'est le mercredi soir, on fait un talk show qui parle d'IT, qui s'appelle Underscore, comme tu l'as dit. Et c'était merveilleux de découvrir
à quel point Twitch est différent et apporte des trucs que tu ne vis pas tout simplement sur YouTube. Alors justement, question que je pose quand même à pas mal de youtubeurs qui font des émissions sur Twitch, pourquoi ne pas avoir choisi le format YouTube Live pour faire des directs et du coup changer de plateforme pour aller sur Twitch? Quel est à la fois l'intérêt pour toi, mais aussi ce qui a poussé ce choix? Tu poses la question à $1000 parce que vraiment... Tout le monde est face à ce genre de dilemme quand tu te mets à créer à avoir un nouveau format. Et ça vaut pour les autres formats aussi. C'est-à-dire, si tu fais du format court ou du vertical, est-ce que tu mets ça sur un nouveau TikTok ? Est-ce que tu le laisses sur ton Instagram ? Est-ce que tu le fais sur YouTube Shorts ? Est-ce que tu fais partout ? Si tu fais du live, il y a souvent la notion un peu d'exclusivité, donc tu peux moins faire partout. Puis moi, j'avoue que l'expérience, le live m'a un peu... pas dégoûté, mais m'a pas donné envie, refroidi sur l'idée de faire du multi-live. Je sais pas si des gens font ça, honnêtement. Vous êtes que sur Twitch. Mais je sais pas si ça se fait, tu vois. Est-ce qu'un jour le stream sera sur d'autres plateformes? Je pense que c'est pas quelque chose impossible, forcément à exclure. C'est vrai. Ce que l'on fait ici, c'est de la radio cross télé, tu vois. Donc finalement, être vu par le maximum de personnes, moi je pense que ça serait une meilleure chose. On va dire que dans la ligne éditoriale de le live, peut-être que il y avait des choses à redire aussi. Voilà. Non, c'était clairement pas le seul souci. Mais du coup, pour répondre à la question, c'est vraiment une question complexe. Et en fait, si les gens vont sur Twitch, c'est parce que ils se disent, et on s'est dit du coup, c'est la plateforme du live. C'est là où les gens qui sont habitués, qui aiment ce format vont. Il y a eu une époque où sur YouTube, tu savais pas exactement ce que voulait la plateforme parce que tu avais l'impression que parfois elle te défonçait si jamais tu faisais du live. De fou. Mais personne n'a compris exactement quelle était leur stratégie par rapport à ça. Mais c'est ouf parce qu'ils perdent tellement, parce que tous ces contenus, tout le monde pourrait les faire sur YouTube. Vous avez déjà la base d'abonnés, vous avez la base de viewers, totalement. Le réseau qui prévient quasiment tout. Google est associé. Et non, vous allez sur une autre plateforme parce que, objectivement, l'écosystème est meilleur, les fonctionnalités historiquement sont meilleures. étaient vachement plus avancées sur Twitch. Ça va peut-être changer, honnêtement. C'est-à-dire que moi, je suis affilié à aucune plateforme. J'ai pas de contrat spécial, enfin, à part le contrat que tout le monde a avec Twitch. Quoi. Et donc vraiment, la question pourra se reposer. À l'heure actuelle, on est plutôt bien sur Twitch. Dans tous les cas, le live, nous, on le voit vraiment comme un bonus en fait, c'est-à-dire que l'émission est principalement vue sur YouTube et construite pour YouTube, mais on se dit ok, le live, bon c'est cool s'il fonctionne bien, je vais pas vous dire que si on fait pas plus de viewers, évidemment qu'on est content et qu'on est content que ça plaise et que ça prenne, mais on le voit comme du bonus, c'est notre moment un petit peu sympa pour l'émission, c'est le mercredi soir et du coup voilà, il n'y a pas une pression de dingue. Donc effectivement, peut-être que d'un point de vue marketing, stratégie et tout, il aurait fallu être sur YouTube, mais c'est pas, tu vois. Je ne sous-entends absolument pas ce genre de choses. Moi-même venant de YouTube, pour faire du live, je me suis dirigé vers d'autres plateformes. Bon, ça n'existait pas à l'époque sur YouTube, mais tu vois. Je faisais du live sur YouTube avant d'en faire, puisque j'enregistrais dans les conditions du direct, il n'y avait juste pas d'interaction. Et évidemment, si tu veux faire ce format, on s'est dirigé directement vers d'autres trucs. Dailymotion, d'ailleurs, en premier, avant même Twitch. TPK, on va aller vers l'interview croisée ici. TPK, t'as préparé une petite interview. Je ne sais pas si tu as vu ce qu'il avait fait pour Hugo. Globalement, une série de questions très rapides, 2 réponses. Tu réponds l'un ou l'autre le plus rapidement possible, sans réfléchir. Tu n'as pas besoin de te justifier. Voilà, c'est juste pour apprendre à te connaître et à tester ta réactivité, évidemment, face à ça, TPK. Oui, 2 choix, il l'a très bien dit, Windows ou Apple. Apple. On va choisir l'un ou l'autre. Apple. Seulement l'un ou l'autre. C'est vrai, Apple, pas d'autres réponses. Apple, déjà choisi. C'est bon. C'est bon, c'est fait. C'est fait, donc 15 questions, le plus vite possible, sans contextualisation. Voilà, au moins la contextualisation, au mieux c'est. Voilà. Windows ou Apple, 15 questions, est-ce que tu es prêt ? Je suis prêt. Tu es prêt. Eh bien, c'est parti. Première question. Aujourd'hui, tu me conseillerais quoi, Windows ou Apple ? Apple. Lequel est apparu avant l'autre, d'ailleurs ? Bien. Alors, pardon, je fais une micro-coupure parce que tu dis Windows qui est un système d'exploitation et Apple qui est une marque. De quoi tu parles exactement ? Windows ou Apple ? Microsoft ou Apple, alors peut-être. Windows ou Apple ? Apple. Windows ou Apple. Ah bien. Windows ou Apple. Quel est le fan le plus dévoué entre celui de Windows ou d'Apple ? Apple.
Très bien. Et d'ailleurs, sur quel environnement y a-t-il le plus d'innovation technique, Windows ou Apple? Ah La vision du dev. Peut-être Windows. Cher. On parle Alors, d'innovation, on va répondre Windows une on fois. parle d'être plus tôt, tu vois. D'innovation Pas technique. besoin de se justifier. Pas besoin de se justifier. Je peux pas m'empêcher. C'est Ils exceptionnel. veulent pas répondre Windows, c'est terrible. New York s'appelle The Big. Attends, putain, j'étais en mode de Apple, York pardon. Apple. Je me concentre. T'es plutôt Apple 2 ou Windows Vista? Je suis plutôt Windows Vista. Aïe aïe aïe. D'ailleurs, tu travailles sur quel environnement? Windows ou Apple? Apple. Un peu chaud. Ouais. Donc on va ouvrir les... Putain, j'avais Windows ou Apple? Windows. Mais non, mais cet Windows. exercice est hyper dur. En fait, c'est le jeu d'acteur. C'est le jeu d'acteur qui est là. Parce que je On va trouvais ouvrir- qu'il faisait chaud. On Quoi. va ouvrir là. Il fait vraiment chaud en plus pour de vrai. On va ouvrir Windows. les Windows, bien évidemment. Selon le dicton, qu'est-ce qui keeps the doctor away? Windows ou Apple? Je ne sais pas, Apple. Bien sûr. Et d'ailleurs, où ai-je le plus de chances de me faire hacker? Windows ou Apple? Ah oui, Windows. tiens. Windows? Ouais. Très bien. Complétez les paroles Tellement suivantes. J'ai passé la bague à Chiquita, 2 mois après je l'ai déjà quitté. T'es un petit bâtard, je suis un Apache, je suis un... Si j'ai le droit, je fais ce que je veux. Apple. Bien sûr. Laquelle des deux marques a un Pas de produit c'est qui numéroté 9? C'est pas grave. Après. Windows ou Apple? Laquelle de ces deux marques a un produit numéroté 9? Windows ou Apple? Un produit. En plus, non. Apple. Apple, tout à fait. Si j'ai envie de jouer au dernier Call of Duty, je vais où? Sur Windows ou sur Apple? Windows. Oui. Et finalement, est-ce que c'est pas Linux qui gagne à la fin? Toujours. C'est toujours Linux qui gagne. Ouais, parce que c'est une réponse convenable. C'est chaud. Merci mon cher Bicode, exceptionnel. Merci beaucoup TPK. Une pression instantanée. C'est du bande organisé quand même. Ouais, en fait, je me suis dit que. Mais tu sais que j'ai pas compris les paroles en vérité pour de vrai. Genre, Mais c'est qui j'ai regardé les lyrics en bande organisée, s'il te C'est plaît. un rappeur qui s'appelle Koff, un rappeur marseillais, et c'est sur la chanson Bonne Organisée. D'accord, J'ai Voilà. chaud là. très bien. Vraiment, je. Ne t'en fais pas, tout s'est bien Ouvrir passé. les Windows si tu veux. Avant même la question, quand on te posait la question, bon, alors macOS ou Windows, Oui. t'allais plutôt vers macOS. Pourquoi? Déjà en tant que développeur et Ça pourquoi va en tant peut-être en qu'utilisateur? décevoir, non mais ça va peut-être en décevoir certains, mais c'est pas forcément si absurde parce que il y a par exemple on dit un peu que le Mac c'est un peu le Linux du riche quoi. C'est que non mais c'est terrible, mais il y a une partie, une vérité dans la mesure où si tu aimes la structure de Linux et la base du système, tu as pas mal de similarités, contrairement à Windows qui par pas mal d'aspects peut avoir un côté un peu crado et pas très satisfaisant. Je sais pas, moi, par exemple, bon, on en parle moins sur la chaîne parce que c'est moins le cœur de prédilection, mais je suis assez fan d'interface et d'expérience utilisateur. Oui. Du X, du Y. Oui. Mais en tant que curieux, quoi. Pas que professionnel, j'ai aucune étude. Bien sûr, bien sûr. Mais typiquement, le fait que dans Windows, tu puisses avoir 2 onglets paramètres qui cohabitent Ouais. et constamment des duplications et une non-élégance d'énormément de choses me rebute assez fortement. Et je retrouve dans Linux et dans Apple un certain, justement, un esthétisme et une élégance par rapport au design. Tu vois. En termes de facilité d'apprentissage et de facilité d'utilisation, tu dirais que macOS s'en sort mieux que Windows? Je pense que c'est assez évident que il suffit de demander, à part une personne fortement biaisée, si vous demandez à n'importe qui, quel ordi, avec budget limité, hein, Ouais. évidemment, quel ordi tu mets à tes parents, bah franchement, à part s'ils ont appris toute leur vie sur Windows et qu'ils ont été en entreprise avec un Windows, je parle pas de ça, je parle vraiment, t'as une grand-mère, c'est la première fois qu'elle touche à un ordi, tu lui donnes quoi? Pardon, mais tout le monde va répondre à Apple. Aujourd'hui, si tu compares Windows ne serait-ce qu'à n'importe quel smartphone, on est d'accord que Windows c'est le truc le plus compliqué du monde à utiliser. Oui, en termes de. Bah, en fait, il y a quand même un effet de génération après génération, tout le monde apprend sur le système. Donc il y a un moment, tu finis par t'habituer à avoir tes habitudes dessus. Ça veut pas dire que c'est des bonnes habitudes du tout. Je pense que la nouvelle gêne l'a perdu ça. Toi, quand même, malgré le fait que tu sois né en 99, tu as quand même réussi à apprendre Windows et tu as grandi un peu avec. Alors, honnêtement, moi, du coup, je caricature un petit peu, je dis beaucoup Apple, mais la réalité, c'est que j'utilise les trois tout le temps. Ouais, bien sûr. Et donc oui, bien sûr que moi, j'ai grandi avec Windows et que, évidemment, que dans énormément d'usages, ils démolissent tout dans le gaming. Il n'y a aucune question qui est posée, quoi. Pourquoi on n'a pas le droit de jouer sur macOS? C'est interdit.
C'est pas que c'est interdit, ça existe un petit peu. Hein, Non, mais alors, marginalement, mais un tout petit peu. Et je pense que c'est une histoire d'argent, quoi, tout simplement. Les utilisateurs Mac sont pas des gros gamers, ou alors c'est des gamers casual qui sont hyper satisfaits par un truc genre Apple Arcade avec... bon, là, je parle sur des domaines que je ne maîtrise bien moins que vous, mais je pense que le joueur typique de Mac, un format Apple Arcade a toute sa place dessus et ça va fonctionner. Et je pense qu'il n'y a tout simplement pas le marché suffisant en termes d'utilisateurs pour aller faire plusieurs versions de son jeu, les maintenir. C'est quand même du taf. Tu disais qu'on avait plus de chances de se faire hacker sur Windows que sur macOS. Pourquoi ? Alors c'est vrai, et en même temps, il ne faut pas pousser le truc trop loin. J'ai pas dit on ne peut pas se faire pirater sur Mac. Hein. Non, tu n'as pas dit ça. Parce que certains le pensent. Ah oui ? Oui, il y a un petit côté, pour pas mal d'utilisateurs de Mac, ailleurs c'est la poubelle, et chez nous c'est nickel. C'est Fort Knox, quoi. Exactement. C'est bien rangé finalement. C'est faux. C'est faux, c'est parfaitement faux. Il y a énormément de malware sur Mac, puisque notamment, il y a un avantage des personnes qui sont sur Mac, c'est qu'ils ont souvent un beau portefeuille. Et donc, on peut aller leur prélever un maximum d'argent. Et donc, effectivement, tu as pas mal pour cette raison, les plateformes Apple, que ce soit iOS ou Mac, sont pas mal prisées quand même pour le malware. Mais il y a quand même un effet statistique qui est que historiquement, si tu veux faire du malware, tu t'attaques à 80% du marché plutôt qu'aux 10%. C'est donc, pas une difficulté, alors. C'est pas aussi plus dur d'hacker sur Mac que d'hacker sur Windows ? Aussi. D'accord. Mais dans une certaine mesure. C'est-à-dire que oui, effectivement, Apple a pris la sécurité au sérieux plus tôt que Windows, mais Windows a fait énormément d'efforts. C'est-à-dire que récemment... Le Windows Defender, ça marche bien ? Mais les progrès qui ont été faits, les avancées qui ont été faits côté Microsoft sont énormes. Ah ouais ? Quand tu compares par rapport à Windows 7, la sécurité qui existait sur l'époque Windows 7 à l'époque, c'était non existant, quoi. Alors qu'aujourd'hui, ils arrivent à une expertise qui n'est pas celle des grands éditeurs de suites de sécurité, mais qui commence à s'en rapprocher. Et donc voilà, c'est quand même cool à voir. Mais l'ouverture de la plateforme et le fait qu'elle enferme beaucoup moins les utilisateurs dans des App Store fermés, contrôlés, et dans comme tu dis, des sécurités qui font que pour installer des trucs un peu shady sur Mac, tu peux, mais alors il faut passer par des chemins détournés terribles. Donc effectivement que ça y participe. Mais ça tend à se réduire de plus en plus. Et qu'est-ce qui est le plus dur à hacker, Android ou Windows ? Ouais, c'est compliqué ça. Je dirais Windows quand même, puisque les OS mobiles ont été plutôt conçus plus tard déjà, et donc... Ça reste des passoires aujourd'hui encore ? C'est pas des passoires. Alors, tu peux regarder les changelogs, comme on dit, des systèmes d'exploitation, mais d'Apple aussi. Hein, ils ont eu des périodes récentes où vraiment c'était une passoire. Hein. Mais que ce soit Apple, Android, où tu as pas mal de vulnérabilités, mais comme c'est des systèmes qui ont été conçus plus tard, c'est un moment où on comprenait mieux la façon dont il fallait faire la sécurité, notamment le cloisonnement, le sandboxing, donc le fait de faire des bacs à sable entre les applications, avoir un système d'autorisation, etc. Et le grand principe de la sécurité qui est le moins de privilèges possible pour chaque programme. C'est-à-dire que tu n'as pas besoin de donner les clés du royaume à une application qui va juste prendre des photos. Tu lui donnes juste accès à l'appareil photo. Mais sauf en Chine. C'est un principe. Exact. Potentiellement, tu vas avoir des trucs dans le système qui ont pas mal d'accès, on va dire. Mais en tout cas, c'est un grand enseignement de la sécurité qui est évidemment beaucoup plus présent dans les systèmes d'exploitation mobile du fait qu'ils ont été conçus plus tard aussi, je pense. Du coup, l'idée selon laquelle on devait avoir forcément un antivirus sur son PC, au final, c'est plus vrai ? Grande question complexe. J'en ai beaucoup débattu parce que c'est un sujet vachement intéressant et qui, honnêtement, est vraiment compliqué. J'aimerais pouvoir te répondre. C'est fini, il n'y a plus besoin d'antivirus. Et alors déjà, quand on dit antivirus, en réalité, c'est pas exact parce que l'antivirus est devenu une petite brique de ce qu'on appelle les suites de sécurité. Et c'est juste entre guillemets la petite brique qui est le grand répertoire de ce qu'on appelle les signatures de programmes malveillants. Donc on garde un répertoire où à chaque fois qu'on croise un programme qui a l'air de faire des trucs louches, on l'ajoute à la base de données. Et donc c'était historiquement... la fameuse base virale VPS. Exactement. Let's go. Qui a été mise à jour d'ailleurs. C'est historiquement la façon dont on a fonctionné pour contrer les virus. Mais aujourd'hui, il faut se dire que ça devient de plus en plus
limité en termes de détection, puisque c'est le jeu du chat ou de la souris, les gens qui font des malwares Ça progresse d'un côté. arrivent à contourner, ils arrivent à faire en sorte que chaque nouveau programme qu'ils envoient à leurs victimes est unique et n'a jamais été vu nulle part ailleurs. Et donc, tu as d'autres méthodes, notamment qui utilisent plus d'intelligence artificielle ou de comportementale, où on regarde comment les différents programmes se comportent. Donc, parler d'antivirus, déjà, c'est aurait été limité puisque c'est une brique des suites de sécurité. D'accord. Windows est devenu, avec Windows Defender, est devenu de plus en plus fort. Donc ça commence à poser la question, en vrai, notamment pour un particulier. Avoir un antivirus en plus, est-ce nécessaire? Est-ce que c'est nécessaire ou pas? Tu peux avoir une question de pour qui aussi, parce que c'est pas la même chose si tu installes un ordi pour ta mère, c'est pas forcément la même chose que si c'est pour toi ton usage, où tu sais que tu vas faire un nombre limité de choses sur cet ordi et que tu vas faire attention à ce que tu fais dessus. Donc honnêtement, question compliquée, encore plus compliquée en entreprise par exemple, où là, pour le coup, tu as souvent des... Je suis pas du tout expert non plus, mais j'ai l'impression que les suites de sécurité ont un coup d'avance sur la gestion d'une flotte et d'une infra complète. Ici, c'est très très fermé notre réseau. Nanix, on va poursuivre l'interview. Quelques autres questions peut-être. Allez, peut-être pour reparler d'Underscore un petit peu. Yes. Tu reçois de nombreux invités sur cette émission. Lequel d'entre eux t'a le plus marqué et pourquoi? Alors, qui m'a le plus marqué? J'ai eu... je vais parler des invités récents parce que c'est ceux qui... C'est bête, mais on en a... Ceux qui sont les plus frais dans ta tête. Exactement. On a eu Amixem il y a 2 semaines et Asher il y a 1 semaine. C'était 2 émissions géniales. Et ces 2 profils-là sont vraiment des gens passionnants et qui sont pas mal sous-cotés, je trouve. Okay. Ça peut paraître bizarre de dire ça, je pense, pour un Amixem, tu vois, de dire qu'Amixem, il est sous-coté, parce que c'est comme si tu dis Squeezie est sous-coté, genre tu te dis, mais d'où il sort? J'avoue, Squeezie, c'est sous-coté. Mais en fait, vraiment, j'ai trouvé, en tout cas, et je le trouve toujours, même en des discussions en dehors, etc., et des interviews qu'il peut faire, qu'il est assez sous-coté, notamment sur son aspect entrepreneurial et la façon dont il mène ses projets. Ah oui. Sa vision ça, sur lui, ce qu'il fait, où il est, et ce qu'il va faire dans le futur, comment les plateformes évoluent, etc. Il a, je trouve, une vision vachement intéressante. Ça ne veut pas dire qu'il faut forcément être fan des React d'Amixem ou des vidéos Le Bon Coin pour apprécier le personnage. Et je pense qu'il existe, on faisait cette théorie, qu'il existe une vraie communauté de gens qui sont juste intéressés par les interviews d'Amixem. Quand il devient sérieux, en fait, il parle business, de son équipe. Qui c'est lui, vraiment? C'est ça, de comment il gère ses affaires, etc. Je pense que tu as plein de gens qui sont passionnés et qui sont peut-être moins clients de ces formats plus grand public, on va dire. Et donc voilà, donc ça c'était pour citer un invité qui m'avait pas mal marqué. Et Asher est forcément très impressionnant aussi, dans sa maîtrise des sujets crypto et tout, qui sont des sujets très durs, honnêtement. C'est dur, c'est d'actualité. Ça intéresse ton public parce qu'on en parle tout le temps. Nous, à chaque fois qu'on en parle, les gens s'en contrebranlent. Je te le dis honnêtement, ça les emmerde qu'on parle de crypto et de NFT ici, alors que ce sont des choses qui rentrent dans les problématiques actuelles et l'actualité de nos jours. Honnêtement, je comprends. D'accord. Je comprends les gens que ça saoule. Moi-même. Moi, je les comprends aussi. Hein. Vraiment, moi-même, je suis le premier à ne pas trop suivre ce qui s'y passe. C'est un écosystème tellement complexe et riche qui va 2000 à l'heure. C'est-à-dire que tu rates 2 semaines et tu as 15 projets qui sont nés, 12 000 qui sont morts et des gens qui ont fait faillite. Vraiment, c'est complexe à suivre. Même d'un point de vue tech, les fondements sont pas du tout évidents, quoi. Et donc, je suis totalement d'accord que c'est... Moi, j'avoue, je suis pas trop. Mais justement, là, j'étais hyper content d'avoir Asher, qui est donc une personne qui vulgarise extrêmement bien ces sujets et qui arrive à les rendre intéressants et intelligibles, pas pour n'importe qui. GG. Et c'est un petit exploit, honnêtement. GG. Et du coup, l'avoir justement pour me faire, moi, une update sur, OK, c'est quoi les trucs qui se passent dans cet écosystème, c'est quoi les trucs à ne pas rater, et puis voilà, tout ce qui est le bruit, tu peux passer vite dessus, tu vois. Donc, je pense que tu peux avoir un juste milieu de... Il y a potentiellement, j'en suis pas autant convaincu que forcément les gens qui suivent de près, mais il y a potentiellement des grands trucs qui se passent. Il y a potentiellement des trucs qui vont changer nos sociétés. Mais peut-être pas, ou peut-être très marginalement. On va dire que quand on en aura conscience, on le verra peut-être à la face du monde. Mais pour le moment, le bouillon. C'est ça. Non, mais moi, étant dans passionné par l'IT en général, voilà, je fais le minimum nécessaire pour
faire ma veille, entre guillemets, savoir ce qui s'y passe, quels sont vraiment les trucs les plus fous. Mais honnêtement, je comprends les gens que ça passe pas. Je vais te dire, on va voir sur la chaîne YouTube, si ça se trouve, personne va regarder ces vidéos. Ah ouais, je suis sûr que le rejet est très très fort. Et on n'invitera plus Asher. Ici, évidemment, si les gens en parlent, c'est intéressant. Et de toute façon, des façons d'aborder les sujets. Justement, pour aller vers les dernières questions, 22 ans, tu es déjà vidéaste, chef d'entreprise. C'est des postes qu'on occupe plus, on va dire, à des périodes plus âgées de sa vie. C'est quoi ton prochain défi Comme tous les youtubeurs, tu vas acheter une villa dans le sud et stopper tout? J'aime bien, c'est très vrai. En plus. Il y a le projet maltais aussi. Le projet maltais. Pas de projet maltais en vue, vraiment. On vient de changer de bureau. D'ailleurs, tout le monde se dit, mais vous allez à Malte? Non, vraiment, c'est le Valois. Le Valois, bienvenue. Exact. Donc voilà, vous inquiétez pas. Par contre, en termes de projet, je vais être très terre à terre, mais en fait, ce dont je parlais, à savoir changer de métier et structurer une petite équipe autour de la création de contenu, honnêtement, ça a l'air un peu chiant, mais en fait, c'est un défi fou. Donc voilà, c'est pas bling bling, mais en vrai, c'est passionnant. Et donc j'espère que les gens vont aimer aussi suivre ça. Et après, on a potentiellement d'autres projets plus sympas. Notamment... Il y a toujours une exclue dans l'émission, donc faut lâcher du lest là. Je peux dire que l'exclu, c'est que du coup, ce lieu sur lequel on va transitionner. Là, on était à la Capsule, donc avec Ajax et Hardisk. Et là, on va dans un nouveau lieu avec Hardisk, puisque Ajax, lui, il a fait sa villa. Tu parlais de. J'ai piffé, vraiment? T'as piffé, mais en fait, tu tombes juste. Mais alors, la grosse différence. C'est bizarre. Non, mais la grosse différence, c'est que lui, il prend pas une villa. Il prend une maison très ancienne, très délabrée. Et la retape. Il la retape. D'accord. Et donc ça, c'est quand même autrement plus marrant. Et ça fait des vidéos YouTube. Et ça fait des vidéos YouTube, évidemment. Et donc voilà, dans ce nouveau lieu, il va y avoir des trucs très sympas. Et normalement, c'est pour ça que je viens ici, je regarde tout ce que vous faites en termes de studio. Ouais, voilà. j'ai vu. La PTZ, là, c'est intéressant. Il y a un pont lumière. C'est le geste de tout à l'heure, c'est qu'il essaie d'attraper la like. Quand il a fait ça, Il y a un peu d'expérience par ici. Du coup, je regarde de très très près parce que l'idée, c'est aussi qu'on se construise un studio très cool. Très cool. Voilà. Je n'en dis pas plus, mais il y aura des trucs, l'exclu quand même, c'est cool. des nouveautés, je pense. Eh bien, écoute, ça régale. Merci beaucoup, Micode, d'être venu répondre à monsieur. l'interview. On te retrouve évidemment sur tes différentes chaînes YouTube et sur l'émission Underscore. Tu peux rappeler l'heure, la date? Underscore, c'est mercredi à 19h. Mercredi à 19h sur la chaîne Underscore du même nom. Non, c'est la chaîne Micode. C'est la chaîne Micode. Exactement. C'est plus simple, c'est plus Micode, simple à comprendre. MICODE. Et l'émission s'appelle Underscore, tout simplement. En frontal avec mes lives, lui, bravo. Ça régale. Ouais, t'as vu Aïe. Franchement, Bravo, Micode. Ça prend tous les viewers parts de marché. de Nanix. Et ça dégoûte. On se quitte évidemment avec le Mian 4. Et on va partir en IRL avec Junpei et Dina. Voilà, merci beaucoup TPK. Merci Granola. Merci Granola. Merci Micode d'avoir été avec nous. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. On se retrouve dès lundi évidemment pour la reprise du Lunch Play et la suite de l'actualité jeux vidéo. Bisous. Mais non. Et si... Oh là là.